Moi je suis dans un cercle vicieux où t'as envie de créer plus de contenu, t'es pas rémunéré mais t'es rémunéré sur tes projets pro, bah tu mets quand même plus la priorité sur tes projets pro qui te rapportent de l'argent. Tu peux être très bon dans ta discipline en tant que vidéaste et très mauvais pédagogue et très mauvais créateur de contenu. On commence à filmer, à faire les couplets, il y a un des gars qui sort une arme et il tire. Je vois, premier vidéaste, la caméra elle fait ça. De ce moment-là. Si j'étais là, moi, je pense que je me serais battu. Monsieur Pierre Froger. Salut, Comment tu vas? Très bien, et toi? Ouais, ça va super. Bah, bienvenue dans Un café avec un vidéaste. Merci Enfin, beaucoup. enfin, depuis le temps que je voulais que tu sois là. Tu sais depuis combien de temps je te connais? Alors je sais qu'on en avait reparlé récemment, je sais qu'on s'était croisés dans les bureaux de WeWork en 2021 je crois. Mais je sais pas si ça date d'avant ou pas, mais... Avant. Ok. Parce que je me rappelle, Vie de vidéaste. Ouais. T'avais lancé un format sur YouTube, Vie de vidéaste. Je sais Ouais. plus c'était quand, mais je me rappelle, j'étais tombé sur ta vidéo. Incroyable. Ouais. Ah ça c'était les débuts, hein. Ça date. Hein. Mm. Et à l'époque c'était c'était un peu bancal au niveau des vidéos que je faisais, mais ouais, avant que ça devienne un projet que j'ai lancé en média, c'était effectivement une sorte de petite rubrique, tu vois, que j'avais lancée sur YouTube, Ouais. à l'époque où je faisais un peu de création de contenu pour moi. Mm. Mais ah ouais, c'est marrant. Ouais, C'est franchement, drôle. j'avais trouvé ça top. Parce que déjà, le titre, j'avais dit, oh le bâtard. Oh là là. Oh, trop bien trouvé. J'espère que tu l'as déposé direct. Bah ouais, en vrai, ouais, je l'ai déposé Ouais. à l'INPI, ouais. De toute façon, même si tu l'as pas déposé, faut le dire, hein, parce que sinon, il y a des... Non mais si, c'est déposé, ouais. Ouais. parce Marque que déposée. C'était génial. Bah ouais, avec du recul, je prenais du plaisir aussi à faire ça parce que c'était une sorte de format vlog en fait, Mm. où en fait j'emmenais les gens un peu avec moi sur les tournages, etc. J'expliquais un peu ce qu'était ma vie de vidéaste, tu vois. Effectivement, le nom par rapport à ça était assez bien trouvé. Et effectivement, après tu connais hein, le format YouTube, c'est des choses qui prennent du temps. Quand tu commences aussi à développer ton activité, t'as un peu moins de temps à passer sur ces choses-là. Ce qui fait qu'au final, ça s'est un peu effrité. Et au final, j'ai arrêté un peu ce format-là. Mais avec un peu de mélancolie, parce que c'est vrai que je trouvais ça hyper chouette, tu vois, de partager un peu mon quotidien de vidéaste. Et c'est vrai que maintenant, j'essaie de le faire via le média qui s'appelle Vidéaste. On pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Bien sûr. Mais du coup, avec un positionnement qui se veut un peu plus global, où moi je suis un peu plus en retrait, mais toujours avec l'idée de créer du contenu autour de notre passion commune, la vidéo. Ouais. Bah écoute, on va en parler. D'ailleurs, ça me fait penser, sur Instagram, il y a quelqu'un que je crois qui s'appelle Pierre Parker, Ok, je crois, qui a lancé un format aussi, une semaine dans la vie d'un vidéaste. ok. Et ça m'a fait penser à ton format, toujours ce format que t'emmènes la personne avec toi et tu montres un peu l'envers du décor que je trouve vraiment cool. Bah ouais, c'est clair. En Mm. vrai, même si j'ai l'impression que les formats vlog, c'est un peu moins d'actualité, j'ai l'impression que ça l'était plus il y a quelques années. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est toujours intéressant, tu vois, de s'immiscer, de s'immerger dans le quotidien d'une personne, tu vois, que ce soit un vidéaste ou même un créateur de contenu. Moi, pour donner l'anecdote, moi, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la vidéo à l'époque en 2017, et c'était justement en découvrant le travail de Casey Neistat, justement, qui était un vlogueur américain. Et en fait, j'en parle des fois quand je parle un peu de mon parcours, etc. Et justement, moi, c'est venu du format vlog où tu vois, je me suis un peu pris de passion pour ça. Et je prenais vachement de plaisir tous les jours à suivre le quotidien de ce gars-là. Parce qu'il postait tous les jours sur son quotidien de créateur de contenu et tout. Et ouais, du coup, c'était chouette. Mais effectivement, maintenant, c'est un peu plus... avec l'évolution des réseaux sociaux, c'est un peu plus des formats directs, beaucoup plus courts. Ouais. C'est une approche un peu différente. Ouais, complètement. Complètement. Tu peux dire en une phrase, enfin en quelques phrases, ce que tu fais? En une phrase, écoute... je me présente comme ça maintenant sur Instagram on va dire en bio. Je pourrais dire que je développe des marques dans la vidéo. Je développe des marques dans la vidéo, on pourra en revenir un peu plus tard, par le fait effectivement que je me considère comme vidéaste, mais avec cette envie d'aller à la fois proposer mes services à des entreprises, à des marques via une certaine marque, aller proposer mes services à des particuliers, notamment dans la vidéo de mariage à travers une autre marque.
proposer aussi du contenu à travers un média sur la vidéo avec une autre marque et aussi plus récemment développer une agence vidéo pour accompagner les entreprises dans leur communication à travers une autre marque. Ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui, à travers ma personne, Pierre Froger, j'essaie de développer différentes marques pour répondre à différents besoins dans la vidéo. Ouais. Ok. C'est fort ce que tu dis parce que ça me fait penser à un truc que je disais souvent, c'était le côté restaurant chinois. Tu vois, le côté buffet à volonté, d'avoir plein de choses. Tu peux avoir... Tu vois, je connais un buffet à volonté que je déteste d'ailleurs parce qu'il y a tout. Il y a trop de trucs là-bas. Ouais. Dis-toi, c'est censé être un restaurant chinois. Il y a même de la nourriture africaine. Vraiment, il n'y a aucun sens. Oui, c'est ça. Et parfois, quand on est vidéaste et qu'on veut faire plein de choses, il y a ce côté buffet à volonté. Et toi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as vraiment pris le taureau par les cornes et tu t'es dit, OK, on va faire des marques séparées, indépendantes, l'une des autres. Ouais, exactement. C'est un choix que j'ai pris, qui a ses avantages et ses inconvénients. C'est quoi les avantages et les inconvénients ? Les avantages, c'est justement de bien différencier en fonction de la cible que tu souhaites viser. Moi, effectivement, comme tu l'as dit, moi, je me voyais pas à travers, par exemple, mon compte Instagram Pierre Froger, qui est un peu mon compte Instagram historique avec lequel j'ai commencé à créer du contenu et qui est mon compte Instagram un peu personnel et professionnel. Je me voyais pas à la fois partager mon contenu un peu perso, avec notamment mes contenus liés au voyage. À l'époque, j'en faisais pas mal, plus mes productions pour des marques, plus mes productions mariage, plus potentiellement du contenu que je peux faire avec vidéaste. Ça aurait été un fourre-tout qui aurait été pas pertinent et qui aurait perdu les gens. Là où justement avec le fait de différencier chaque domaine d'activité, domaine de vidéo, avec une entité de marque qui est bien définie, qui a son propre univers visuel, etc., ses propres réseaux sociaux, son propre site internet, je trouve que ça apporte beaucoup plus de clarté pour les gens qui veulent faire appel à mes services. Et ça renforce aussi la logique d'expertise. Tu vois, moi je me dis aujourd'hui, à travers notamment les vidéos de mariage, les films de mariage que j'essaie de développer, donc j'ai ma marque qui s'appelle Pierre Froger Films. Il y a que du mariage sur ce compte Instagram là, et pour le coup les gens ils savent que je fais ça, et il y a beaucoup plus cette notion d'expertise du fait que ils savent que je fais uniquement ça sur ce compte, et ils vont pas trouver de la vidéo automobile, de la vidéo immobilière, du brand content, des choses comme ça. Donc pour le coup ça renforce un peu plus la crédibilité et ça offre de la clarté. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, c'est beaucoup de travail de à chaque fois essayer de trouver un nom de marque, créer tout un univers de marque. Ouais. C'est long, tu vois, c'est fatigant de créer d'entretenir les réseaux sociaux du coup de ces marques, parce que chaque marque a son compte Instagram, a son site internet. Donc ça, par rapport à ça, c'est assez fatigant, parce que en fait, tu dois diviser ton cerveau en mode faut que je m'occupe de telle marque, plus de telle marque, plus de telle marque. Donc ça, c'est un peu le revers de la médaille, mais bon. Ok. J'ai envie qu'on reprenne un peu depuis le début, un peu au niveau de ton parcours. Mais avant, puisque tu as parlé des vidéos de mariage, je vais pas dire leur prénom, mais j'ai un couple d'amis qui cherchaient un vidéaste de mariage. Et je leur ai montré plusieurs profils, plusieurs comptes et tout ça. Ils n'étaient pas satisfaits. Je leur ai montré ton compte. Oh là là. Ah ouais, incroyable. Oh là là. Ils m'ont saoulé. Ils ont vu, ils ont dit, mais non, mais il faut qu'on l'appelle, faut que truc. Mais victime de son succès, la date, je crois que t'étais pas disponible. Ah ok. Ils t'ont contacté. Ah donc ils sont... Ah ok, d'accord. Ouais, mais t'étais pas disponible à cette date-là, malheureusement. Ok. Ouais. Donc, en fait... merci de la recommandation. Non, mais c'est... Et en vrai, on pourra peut-être en discuter. Et pour le coup, ça marche beaucoup comme ça dans le mariage. Par le réseau, par le bouche à oreille. Donc, ouais, complètement. C'est dommage, mais c'est marrant. Mais retour. On rembobine. Même si j'ai pas envie qu'on reste, parce que je pense que tu as déjà parlé de ton parcours peut-être sur d'autres podcasts, et vu que je suis un peu compétitif, j'aimerais bien que tu dises en quelques mots un peu ce qui t'a fait venir à la vidéo. Tu viens de nous en parler, mais plus d'un point de vue entrepreneurial. Parce qu'il y a une différence entre aimer un contenu sur YouTube
et vouloir vivre de ça, développer ça? Bah écoute, après, c'est vrai que effectivement, il y a le côté entrepreneurial, mais avant tout, tu vois, c'est une passion que j'ai développée, comme je te l'ai dit un peu avant, à partir de 2017. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas quelque chose qui est arrivé il y a longtemps. À l'heure actuelle, j'ai 28 ans, tu vois, j'ai commencé à m'intéresser à la vidéo qu'à 21 ans. Donc j'étais quand Ok. même, tu vois, c'est pas comme si je suis tombé avec une caméra dans la main, tu vois. Mm. Et effectivement, je vais pas épiloguer sur le parcours, mais ouais, j'ai eu l'opportunité bah, euh, de pouvoir me former à la vidéo à côté de mes études. J'ai aussi fait des bonnes rencontres, j'en discute souvent, mais c'est notamment pendant mes études que j'ai rencontré Maxime qui a la chaîne Pile et Face et qui à ce moment-là aussi se lançait dans la vidéo. Donc on était tous les deux en études, en école de management, mais tous les deux passionnés de vidéo, donc on s'est un peu... on n'était pas prédestinés, tu vois, à être deux passionnés de vidéo qui se retrouvent en école de management. Mais du coup, c'est pour ça qu'on s'est bien trouvés et on a su faire nos premiers projets ensemble, Super. un peu s'épauler, tu vois, pour se former, pour se motiver, etc. Et effectivement, moi à l'époque, j'étais dans une école de management qui était aussi un peu axée entrepreneuriat, parce que moi, c'est quelque chose, entre guillemets, que j'ai toujours un peu voulu faire, enfin, de part aussi mes parents qui étaient aussi tu vois, à leur compte, qui ont développé leur activité quand j'étais plus jeune. Ils faisaient quoi à leur compte? Mes parents, ils ont eu un magasin de mobilier, Trop stylé. de mobilier haut de gamme pendant 25 ans Ah ouais. au Mans. Waouh. Donc c'est la ville d'où je suis originaire, donc une petite ville, Ah, t'es du Mans? ouais, du Mans. Ok. Ouais. Et mes Super. parents, ils ont eu leur magasin Mm. voilà, de mobilier, Trop stylé. mobilier contemporain. Et du coup, moi, quand j'étais petit, je les voyais, voilà, avec les galères liées aussi à la gestion d'une entreprise. Mais c'est vrai que je me suis jamais dit, j'ai envie de faire tel ou tel métier. Je me suis toujours dit, ouais, ça pourrait être bien de développer ma propre activité. Et pendant mes études, je développais un projet, quand j'étais en école de management, qui avait rien à voir avec la vidéo. Je commençais à réfléchir à potentiellement créer un concept food. Mm. Donc c'est marrant quand j'y repense parce que je suis passé par des étapes où je commençais vraiment à m'immiscer dans ce projet-là. Trop stylé. Mais au fur et à mesure, je me suis dit non, c'est pas ce que je veux faire, tu Ouais. vois. Au fur et à mesure que je commençais à faire de la vidéo, que vraiment je me suis pris de passion pour ça, je me suis dit, parce que c'était quand même des types de business un peu opposés, Ouais. je me suis dit non, je vais pas pouvoir tu vois, aller dans un domaine où c'est quand même très chronophage, où moi j'étais pas forcément pris de passion par la cuisine, tu vois, c'était plus de lancer une marque dans la restauration qui me tentait. Mais du coup, vient la fin des études et effectivement, je dois faire un choix. Soit effectivement, je continue plus dans ce projet un peu entrepreneurial dans la restauration, ou j'essaie de me lancer dans ce qui est ma passion depuis 2 ans. Et à partir de là, effectivement, je fais le choix de me lancer dans la vidéo, avec cette envie, ouais, forcément de continuer à développer ce que j'avais commencé à développer un peu pendant mes études. Mais avec cette envie forcément d'avoir de la liberté et essayer de construire mon activité Ok. dedans, quoi. Ok. Ok. Donc tu l'as fait t'avais tes études et tu le faisais à côté. Exactement. Ok. Ouais, en vrai, on a commencé à faire nos tout premiers projets vidéo, c'était pour notre école, tu vois. On faisait des petits formats interviews, etc. Trop bien. Et pour la petite anecdote, à ce moment-là, Maxime a créé ce qui était déjà Pile et Face. Donc à l'époque, on était en format association. On était 4 dedans, donc 4 élèves de la même classe, tu vois. Ok. Et en fait, on a lancé une association de vidéos, donc ça existe. Enfin, c'est marrant le format association quand j'y repense. Et en fait, à partir de là, on a commencé à travailler pour la ville de Nantes. On a fait un spot pour une franchise de literie. Et en fait, c'est ce qui a permis de découvrir un peu. Comment marche un tournage, comment tu fais appel à des comédiens, à une voix off, comment tu gères la facturation. Et ça, en fait, on l'a découvert pendant nos études, donc c'était hyper formateur. Ouais. Et en fait, à partir du moment où moi j'ai fait le choix de me lancer dans la vidéo, donc à la fin de mes études, j'avais déjà un peu ce bagage de projets que j'avais pu faire. On en a dû faire peut-être une petite dizaine, tu vois. Mais c'était déjà suffisant pour me sentir aussi légitime, tu vois, de me lancer dans la vidéo.
Et aussi d'avoir le matériel, parce qu'on était dans cette optique de tout ce qu'on gagne avec notre association, on le remet dans du matériel, etc. À la base, vous avez déjà du matos ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Donc, quand vous avez fait vos projets, c'était avec quel au tout début? C'était avec une caméra qu'un pote avait? C'était comment ça? Ouais, je crois que c'était une caméra, je crois qu'on avait emprunté à l'école, tu vois, Ok. typiquement. Donc en fait, c'est en faisant des projets vidéo, vous avez investi dans votre matériel vidéo. Exactement. Ouais. Ah, vous êtes chaud. Et le premier gros projet qu'on fait avec la ville de Nantes, en fait, comme on n'avait pas notre propre matériel, on s'est dit, je crois que c'est avec l'acompte qu'on a dû recevoir qu'on a genre loué le matériel pour le jour J. Ça, c'est trop. Ça, tu vois, aujourd'hui, ça me paraît évident qu'on peut bosser de cette manière, tu vois. Je vais dire un truc, j'ai pas de caméra. Pourtant, je fais des tournages tout le temps, j'ai toujours des projets, etc. T'as pas de caméra à toi? J'ai pas de caméra. Incroyable. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est normal et logique soit de louer, soit d'avoir... Bon, après, j'avoue, j'ai des associés aussi sur des projets qui ont des caméras. Donc, en soi, j'ai pas de caméra propre, mais c'est facile pour moi d'avoir une caméra, tu vois. Mais, au tout début, quand j'ai commencé, pour moi, c'était mon matériel, c'était un peu comme l'armure d'Iron Man, tu vois. Je pouvais pas m'en séparer. Fallait toujours que j'ai mon matériel avec moi. Dès que j'avais un projet, pour moi, il fallait venir avec ça. Mais là, je trouve que vous êtes fort, c'est que vous étiez au début. Pourtant, vous avez quand même cette logique de on prend la compte et on loue du matos. C'est trop fort. Ouais, c'est vrai qu'avec du recul, les projets, en vrai, c'était les débuts, mais ouais, je pense qu'on a fait naturellement comme ça, parce qu'en fait, on n'avait pas d'autre choix, tu vois. On s'est adapté à la situation aussi. Et en fait, petit à petit, voilà, on a investi à l'époque dans un GH4. On a acheté à l'époque le Mavic Pro 1. Et en fait, on a commencé à avoir du matériel. Et en vrai, c'était une super expérience, tu vois, avec du recul. GH4 à l'époque, c'était Ouais, c'était cool. incroyable. Ouais. Ma première caméra, GH4. Bah ouais, c'était bien. Et donc, c'est comme ça que, voilà, j'ai commencé à toucher à la vidéo pendant les études. Et que, à la suite de ça, je me suis lancé. Et puis après, c'est comme ça que j'ai développé mon activité au fur et à mesure. Ouais. Ok. Moi, c'est au fur et à mesure. Parce que à la base, vous êtes 4. Qu'est-ce qui se passe? Et t'es au Mans, toujours, à ce moment-là? Non, à ce moment-là, non, je suis plus vraiment au Mans. Du coup, ça me fait rentrer un peu dans les détails de mon parcours, mais effectivement, moi, je suis originaire du Mans. J'ai vécu pendant 21 ans. Donc, j'ai fait ma licence aussi là-bas après mon bac. Ok. Et en fait, c'est entre la licence et le master que j'ai la possibilité de partir un an en Australie. Et c'est justement pendant l'année avant de partir en Australie que, comme je te disais avant, je commence à découvrir la vidéo et notamment Casey Neistat, etc. Et que je me prends un peu de passion pour ça. Et je me dis, avant de partir en Australie, je vais acheter ma première caméra. Donc à l'époque, c'était une petite caméra G7X de chez Canon, des petites caméras assez petites, etc. Ça, c'est incroyable pour l'Australie, ça a dû être magnifique. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait mes premières photos vidéo. Et c'est vraiment en Australie que j'ai aussi développé ça. Et c'est à ce moment-là que entre-temps, mes parents déménagent vers Nantes. Et que moi, je décide de reprendre mes études à Nantes. Mais du coup, il s'est passé un an quand je fais mon retour aux études où effectivement, j'ai commencé à faire des vidéos en Australie. Et vraiment, je me dis à mon retour en France que j'ai envie de continuer, tu vois, à me former. Et c'est à partir de là qu'une fois à Nantes, dans mon école de management, donc en master, je rencontre Maxime et du coup, ça revient à la boucle qu'on a dit avant. Ok, l'Australie, c'était avant tout ça. Ouais. Je comprends mieux un point, en fait. Il y avait un point que je comprenais pas. C'est que généralement, les vidéastes, dès qu'ils se lancent directement dans des contrats corporate, en termes d'image, ils vont avoir une image très classique de vidéo corporate. C'est pas très créatif. Et toi, je me rappelle que tes vidéos ont toujours cet aspect créatif. Au niveau t'as un truc avec les images, le visuel. Ça se voit que... ce que je veux dire par là, c'est que même si on fait un métier d'image, on n'a pas tous le même rapport aux images. Et toi, dans ton travail, ça m'étonne pas que tu aies eu cette cassure, enfin ce côté en Australie, où tu peux faire les images que tu veux, comme tu le veux, comme tu veux, avec des paysages incroyables, et ce qui te donne un rapport aux images qui va pas être classique du vidéaste corporate. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si je suis clair ou pas du tout. Si, je vois. Ouais, je vois. Mais en l'occurrence, ouais, en vrai, peut-être. C'est vrai que j'ai pas eu ce recul-là, mais effectivement,
Par contre, ouais, quand je me suis lancé dans la vidéo, effectivement, comme tu l'as peut-être rappelé, j'ai toujours eu cette volonté dans les contenus que je faisais à l'époque d'essayer d'apporter quelque chose en plus. Donc c'est vrai que rien qu'à mes débuts, au-delà des images, j'essayais d'apporter aussi de la voix off dans les contenus que je faisais, etc. J'ai toujours considéré la vidéo comme un super moyen, tu vois, de raconter des histoires et créer de l'émotion. Et c'est aussi au fur et à mesure de mon parcours que je me suis aussi orienté dans les films de mariage, parce que je retrouvais aussi cette dimension-là, au-delà de la partie purement corporate avec les entreprises et les marques. Mais du coup, effectivement, ouais, au-delà des images, effectivement, j'ai toujours trouvé ça intéressant d'avoir des belles compositions d'images, etc. J'ai toujours aussi essayé d'apporter du sens dans ce que je faisais au niveau des... Bah, à l'époque, ce qui était ouais, mes premiers contenus YouTube, parce qu'à l'époque, bah, voilà, je faisais des contenus pour moi, tu vois. Donc, ouais. Super. Comment s'est passée ta professionnalisation dans le métier? Je veux dire, par exemple, au début, vous étiez à l'école, vous étiez en groupe, est-ce que vous viviez de ça ou pas encore, ou il y avait des... Enfin... Non, écoute, non, c'était, comme je t'ai dit, c'était pas la logique, Ouais. tu vois. L'idée, c'était vraiment essayer de se former, de faire des projets, de prendre du plaisir, en fait, à côté des études, tu vois. On avait encore le statut étudiant, donc Ouais. il n'était pas question, tu vois, de... En fait, on est à une période aussi, on est en 2018. Je pense qu'on a une période aussi où on commence à comprendre que la vidéo, ça devient important, mais ça reste aussi le début à cette période-là. T'es pas le premier à dire ça. Ouais. Ouais, cette période-là, enfin, je vois sur Instagram, c'était encore beaucoup les photos, hein, il y avait très peu de vidéos. Pareil au niveau de la création de contenu sur YouTube, enfin la manière de se former, il y avait quand même moins de contenu disponible. Donc c'était aussi une autre temporalité, tu vois. C'est vrai. Et effectivement, par rapport à ça, tu vois, nous, on n'envisageait pas de se lancer parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait se lancer, tu vois. Il y avait encore trop peu de personnes qui parlaient de vidéos et qui en faisaient la promotion en termes entrepreneurial et business. Donc non, c'était vraiment juste pour prendre du plaisir. Et moi, la professionnalisation, bah, elle est venue à travers les projets, mais elle est venue aussi au fur et à mesure dès que j'ai pris la décision de me lancer. Ouais. Et t'as pris la décision de te lancer concrètement, c'était à quel moment? C'était septembre 2019, donc en fait à la fin, tu vois, de mes études. Ok. Donc direct après, j'ai jamais, on va dire, tu as travaillé pour une autre entreprise que la mienne. T'as jamais été en CDI, jamais... Non. Ok, pareil. Bah oui, non, c'est trop bien, c'est cool. Ouais. Tu t'es lancé direct après les études aussi, ouais. Ou Non, direct après... pire encore, j'ai arrêté mes études. Ok, ouais. Donc j'ai fait une licence de cinéma et j'ai arrêté au bout de la 2e année. Ok. Parce que tu voulais... Ouais, mais sauf que, et t'as complètement raison, c'est que vidéaste, à cette époque-là, ça n'existait pas. Enfin, le terme, je pense qu'il existait le terme, mais c'était pas un terme qu'on employait comme aujourd'hui. Personne disait j'ai envie de devenir vidéaste. Ouais, On disait réalisateur. Donc du coup, je me suis lancé en me disant, bah vas-y, je vais être réalisateur. Et je me rappelle que les premières fois que des clients m'ont appelé vidéaste, c'était en 2017, la toute première fois. La cliente, elle avait commandé un backstage. Et dans le backstage, il y a une la cliente qui dit les vidéastes, en parlant de mon pote et moi. Et nous, c'était comme une insulte. C'était, attends, mais comment ça? Mais nous, on est Spielberg. Nous, tu vois. Et alors qu'aujourd'hui, vidéaste, je trouve ça grave cool, grave stylé. Je rencontre plein de personnes, plein de plus jeunes que nous, qui veulent devenir vidéastes et tout ça. Des gens de 12-13 ans qui disent... T'imagines des gens de 12-13 ans qui vont voir la concert d'orientation en disant j'ai envie de devenir vidéaste. Je trouve ça incroyable. C'est cool. Ouais. Ah, c'est une belle évolution. Et toi, juste pour information, tu t'es lancé en quelle année à peu près? Un peu plus tôt. 2016. Ok. Ouais, 2016, si je dis pas de bêtises. Ok. Je crois que j'ai arrêté la fac en 2015. J'ai bossé à l'intérim pendant quelques mois et je me suis lancé en 2016. Ouais, c'est ça. Trop bien. Ouais. Donc ouais. Ouais, trop cool. C'est bien aussi de voir l'évolution des parcours. Toi, c'est pareil. Comment ça... Je me permets de te renvoyer des questions aussi. Toi, comment tu l'as vécu aussi, cette transition entre la partie où tu arrêtes les études, parce que toi, effectivement, tu avais l'avantage d'être justement un peu dans l'audiovisuel, mais est-ce qu'au moment où tu te lances, tu
tu sais bien te servir d'une caméra? Est-ce que tu as déjà Non, fait des pas du tout. projets? Non, Ouais, pas du tu tout. te lances un peu en... J'étais pas dans l'audiovisuel. Parce Ok, qu'en fait, j'étais dans une licence cinéma audiovisuel, ouais, mais c'est une licence où tu ne touches pas à une caméra, ok. où t'as aucun cours concret. T'as quelques cours de scénario. Et puis c'est très porté sur le cinéma et le monde du cinéma et le monde de Un peu l'audiovisuel. plus théorique, ouais. C'est deux choses différentes, même en termes de métier. Le monde du cinéma aujourd'hui, c'est un monde déjà plutôt d'intermittents du spectacle, plus que de micro-entrepreneurs ou de sociétés. Et c'est un monde de projets qui prennent du temps. Tu prends du temps pour développer un projet. Et c'est aussi un monde de financement. C'est-à-dire que tu vas chercher des financements au CNC. Tu vas chercher des financements avec des producteurs, des investisseurs. Alors que vidéaste, c'est un monde où, c'est un univers où tout seul, une fois que tu as ton matériel, même sans matériel, si tu es formé un minimum, au bout de 6 mois, tu peux commencer à vivre de cette activité. Ouais, Tu c'est une vois, approche différente. Ouais. c'est une approche complètement différente. C'est une approche plus solitaire, même s'il y a un effet de groupe aujourd'hui que j'aime beaucoup. Mais c'est vraiment deux choses. Ouais. Et au début, bah, nous, on était plus dans le clip. En fait, un peu de tout. En fait, c'est aussi beaucoup ce truc de on t'appelle, est-ce que t'es chaud pour ça? Bah ouais, je suis chaud. Tu vois, un peu comme tout à l'heure, juste avant, quand j'expliquais l'anecdote avec Rich the Kid, bah c'est la même chose, tu vois. Voilà. Ouais. Et quand tu dis nous, tu t'es directement associé à d'autres Ouais, personnes? ouais, un pote à ok. moi, on a commencé ensemble Trop bien. pendant 3 ans à peu près. Ok. Et après, on est parti sur d'autres Ouais. sur d'autres trucs. Et d'ailleurs, il fait du... Non, il en fait plus maintenant, mais il a fait du mariage. D'accord. Ok. Donc, ouais, l'univers du mariage, c'est un gros, gros marché. Ouais, que Mm. j'ai découvert, du coup il y a quelques années maintenant, ouais. Mais là, du coup, ta transition, en septembre 2019, comment ça s'est fait, la professionnalisation de ton activité? Parce que je trouve que cette mentalité que tu as de te dire, ok, je vais séparer mes marques, je vais développer ça. Et d'ailleurs même, on pourra parler de l'avenir, mais la manière dont tu développes les choses, enfin moi, quand je vois ça, j'arrive à voir dans 2 ans ce que tu pourrais faire, et je me dis, mais c'est incroyable. Enfin, ce que tu es en train de mettre en place, tout cet écosystème, est-ce que ça t'est venu dès le début, ou est-ce que pas du tout? Bah non, écoute, non, c'est venu au fur et à mesure, tu vois. Non, au début, en fait, donc moi j'ai ma marque un peu historique avec laquelle je me suis lancé, qui est la marque en mon nom, tu vois, en tant que Pierre Froger, où effectivement, donc j'ai mon site internet qui s'appelle frogerpierre.com et où en fait je propose mes services à des entreprises, à des marques dans différents secteurs. Et c'est avec donc ma propre entité que je me suis lancé en 2019. Et en fait après c'est au fur et à mesure que effectivement bah, en 2021 je me dis pourquoi pas me lancer dans le mariage. Juste avant, en 2020, pendant le Covid, on est tous un peu à l'arrêt. Je me dis pourquoi pas créer un média, voilà, un podcast où j'irai aussi à la Ah, c'était pendant rencontre le Covid aussi? Vide vidéaste, ouais. Ouais, moi aussi, c'était pendant le Covid, Bah, un peu ouais, avec ouais. un vidéaste. Ouais. Ok, ouais, ça nous a tous fait réfléchir en fait. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Tu te dis, bah attends, mais j'ai rien à faire en fait. Ouais, ouais. Donc, et c'est vrai que j'ai un état d'esprit où j'aime pas ne rien faire. Pareil. Donc je me suis dit ça pouvait être le bon moment, mais en fait c'est au fur et à mesure. Je voyais surtout mon chiffre d'affaires dégringoler de mois en mois. Je me disais, attends. Ouais, c'est sûr. Et Mais, puis, ouais, l'envie de faire des choses. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est venu au fur et à mesure, tu vois. Mm. Donc il y a d'abord eu effectivement la partie avec Pierre Froger où j'ai commencé à avoir mes premiers clients donc en Ouais. septembre 2019. Ok. J'ai eu la chance effectivement d'avoir des premiers clients assez rapidement, puisqu'à l'époque, Ok. grâce au bouche à oreille notamment, j'ai donc un pote à moi avec qui je jouais au foot à l'époque qui s'avérait aussi être le directeur du cinéma de Guérande. Donc Guérande, c'est une petite ville en Loire-Atlantique Ouais. où j'étais à l'époque. Et en fait, bah, tu sais, au cinéma, juste avant les films, il y a toujours des pubs qui passent pour des entreprises locales, etc. Oh, Et lui, trop en bien. fait, chaque fois, il avait des petits créneaux qui se libéraient, donc Je savais sur des spots de 20 secondes, de 10 secondes. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers projets en mon nom avec ma micro-entreprise. Tu vois, C'est quoi, c'était- tu faisais ta pub sur ces moments-là, ou tu faisais de la pub pour des commerces ou Non, des- ouais, je faisais de la pub pour des commerces, Trop pour stylé. des commerces locaux, ouais. Ok. Donc c'est comme ça, en fait, que rapidement, j'ai eu la possibilité, j'ai eu de la chance, parce que déjà, il m'a fait confiance, alors Ouais. que je me lançais tout juste. Mais surtout, j'ai eu la chance à ce moment-là qu'il était en phase où fallait renouveler pas mal de spots avec des marques. Et en fait, en
quelques mois, j'ai pu enchaîner 4-5 spots dans un cinéma local. Et c'est ça en fait qui m'a fait avoir des choses à montrer, donc qui m'a permis d'agrémenter mon portfolio, qui m'a permis aussi de me faire connaître aussi dans la région, parce qu'à l'époque j'étais du coup plus dans l'ouest de la France, avant de venir sur Paris. Il y a moins de concurrence parfois, j'ai l'impression, dès qu'on sort de Paris, dès qu'on sort de l'Île-de-France. Ouais. Parfois j'ai l'impression qu'il y a moins de concurrence, Ouais, j'ai l'impression clairement. qu'il y a moins de taf, mais il y a moins de concurrence, donc je connais des vidéastes qui s'en sortent mieux que des vidéastes parisiens ou en Île-de-France. Ouais, c'est sûr. Mm. Encore aujourd'hui, dans ce secteur-là, moi je connais un peu du coup mes confrères, tu vois, qui sont dans la vidéo. Et c'est vrai que y en a pas beaucoup, tu vois. Donc ouais, des fois c'est intéressant, et je sais que rapidement le bouche à oreille s'est mis en place dans cette petite région-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes propres clients. Ok. Sauf que du coup après il y a eu le Covid qui est venu casser tout ça, tu vois. T'avais commencé à vivre de ça à ce moment-là, ou t'étais en construction, ou comment tu... En fait c'était mon activité principale, j'avais rien à côté, donc Ouais. oui je considérais que j'en vivais. Même si avec du recul le chiffre d'affaires de ma première année est dérisoire, tu vois, mais au moins voilà, j'étais en cette optique où c'est mon activité principale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de par ce que j'avais construit pendant les études, j'ai pas trop eu à investir dans du matériel, j'avais déjà du matériel à disposition, donc ça c'est ce qui m'a permis de pas non plus trop investir à mon départ, donc ça c'est pas négligeable. Ouais, c'est cool. Et puis il y a d'autres aspects personnels, mais à l'époque j'étais aussi encore chez mes parents, donc on va pas se leurrer, ça aide aussi quand il n'y a pas un loyer, tu vois, qui tombe tous les mois, donc c'est ça qui m'a permis, on va dire, de transitionner tranquillement avant de venir aussi un peu plus sur Paris. T'es venu à quel moment sur Paris ? À Paris, j'ai commencé à venir pendant le Covid, donc fin 2020. Ok. Ouais, mi-2020, fin 2020. C'est quoi qui t'a fait venir sur Paris ? Pour être tout à fait honnête, c'est le perso avec ma petite amie du coup qui a commencé à travailler ici. Ok. Et c'est ça aussi qui m'a fait venir ici. Trop stylé. Et aussi au fur et à mesure, le fait de voir qu'il y avait aussi des opportunités ici qu'il n'y avait pas en Loire-Atlantique, tu vois, sur plein d'aspects. Donc c'est un mix des deux, tu vois, mais c'est comme ça, ouais, que j'ai développé donc Pierre Froger, qui est ma première marque, on va dire, historique. Et ensuite, pendant le Covid, effectivement, l'envie de recréer du contenu, parce qu'effectivement, une période un peu plus creuse, l'envie aussi d'apporter peut-être... ouais, c'est ça, ma vision un peu de ce que j'avais dans la création de contenu, plus trop forcément tourné vers moi, mais via une entité globale. Donc j'ai souhaité, dans la logique des premiers contenus que je faisais sur YouTube, de nommer Vite Vidéaste, parce que je trouvais que ça représentait bien aussi ce qui peut être le quotidien de vidéaste. Donc Vite Vidéaste, et l'envie d'aller échanger avec des confrères, des consoeurs sur leur quotidien de vidéaste. Aussi l'envie de créer du contenu un peu divertissant sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est comme ça que j'ai créé, on va dire, la deuxième marque de mon univers de marque. Et puis effectivement, après, on arrive tranquillement à 2021, où quelques mois avant, je me dis, pourquoi pas tester le mariage. Et c'est là que je découvre aussi ce nouveau domaine de vidéo que je connaissais pas, et qui effectivement s'avère être un domaine... comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que la vidéo de mariage, c'est tout un univers en fait, avec plein de personnes qui gravitent autour, où tu apprends à connaître des wedding planners, des coiffeurs, des maquilleurs, des photographes, des fleuristes, et en fait tout plein de corps de métier, tu vois, que tu côtoies pas forcément quand tu es peut-être dans le corporate. Et c'est ça en fait que j'ai trouvé aussi intéressant, c'était de pouvoir aussi créer des projets avec d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'ai créé ma marque Pierre Froger Films en 2021, dans les films de mariage. Ok. En 2021, donc tu as créé Pierre Froger Films. En 2021, c'est le moment où on s'est croisés à WeWork. Ouais. Ok. Donc t'as créé Pierre Froger Film, Vie de vidéaste. Mais sauf que t'as une agence aussi maintenant. Oui. Qui est la quatrième marque que je développe. Ouais. Super. Ouais. Super. Est-ce que t'as une marque qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Qu'est-ce qui prend le plus d'ampleur? Qu'est-ce qui te rapporte le plus de chiffres?
Après, peut-être c'est t'apprendre ça de manière différente, parce que c'est pas la même typologie de client aussi. Mais Ouais. Bah là, effectivement, on y reviendra peut-être juste après, mais effectivement, la 4e marque que j'ai lancée, donc c'est une agence vidéo qui s'appelle Actuel, effectivement, qui a pour ambition, idée d'accompagner les marques dans la création de contenu vidéo, mais dans des contenus qui se veulent un peu plus premium dans l'univers de la mode, de l'hôtellerie et dans des univers qui se veulent un peu haut de gamme dans l'architecture, la joaillerie. Ok. Essayer vraiment d'apporter aux entreprises et aux marques ce que j'essaie de développer avec l'univers du mariage, donc une entité de marque qui se veut un peu haut de gamme, mais reportée du coup aux entreprises avec cette entité d'agence vidéo. Ouais. Ok. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ta question parce que je parlais de ça. Ouais, c'était au niveau de l'ampleur de toutes ces... Parce qu'en fait, ces entités-là, c'est que souvent, il y a une entité qui prend de la place sur une autre, qui prend de l'ampleur sur une autre, ou qui demande le plus de besoins sur d'autres points, ou même ce qui est compliqué aussi, parfois, c'est que, par exemple, pour monétiser vie de vidéaste, par exemple, où je vais prendre mon cas à moi pour un café avec un vidéaste, c'est que c'est une manière complètement différente de monétiser que mon activité de vidéaste. Ouais. C'est des clients complètement différents. Et parfois, j'ai un peu une sorte de schizophrénie. Tu vois, je dois me dédoubler complètement parce que là, c'est autre chose. Je dois faire ça comme ça. Je vais être plus concret. Là, par exemple, c'est de la vente de produits ou du coaching. Et là, ça va être de la prestation de services avec du matériel, avec des clients qui ont un budget parfois à 5 000, 6 000, 10 000 euros. Et là, des personnes qui ont 200, 300, 500, 1000 ou 1500 euros. Ouais. Donc, c'est complètement différent. Et parfois, c'est vrai que je suis un peu schizophrène là-dessus. Bah ouais. Et toi, comment ça se passe? Comment tu gères ça? C'est pas simple, effectivement. Ce que tu disais, le terme schizophrène, c'est ça en fait. Des fois, tu t'essaies de te dédoubler parce qu'en fait, comme tu développes des entités différentes avec des cibles de clientèle différentes, effectivement, les besoins sont différents aussi. Mais moi, effectivement, pour prendre notamment l'année dernière, pour faire une répartition un peu du chiffre d'affaires, donc Pierre Froger Films, qui est mon entité liée au mariage, ça représentait 50% de mon chiffre d'affaires. Et en fait, la partie corpo, ça représente les autres 50%. Ah ouais, ok. Je pensais pas que la partie corpo était aussi élevée. Ouais, je pensais que c'était Pierre Froger Films était à 70% par exemple. Ouais, non, c'est 50%. Parce qu'effectivement, moi, après, je communique pas toujours, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur les projets corpo pour les marques que je peux faire. Mais non, ça représente une part importante de mon activité. À savoir que Vie de vidéaste, à l'heure actuelle, et c'est des choses sur lesquelles on essaie de travailler, mais c'est un projet, mine de rien, qui reste assez secondaire et sur lequel, effectivement, on n'a pas encore de source de monétisation. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on essaie de travailler. Mais t'as des pistes un peu? Ouais, il y a des pistes, mais qui prennent du temps à mettre en place. Il y a aussi ces craintes de se dire est-ce qu'on est légitime à proposer une offre parce qu'à l'heure actuelle on n'a pas non plus une audience qui permet de peut-être aller démarcher, je sais pas, potentiellement des marques pour faire des partenariats des sponsors ou peut-être développer un produit ou un service à proposer à des vidéastes. Mais si ta question c'est est-ce que tu es assez crédible dans ton activité, la réponse est oui, hein. Enfin... parce que pour le coup avec Vie de vidéaste, je me présente pas en tant que Pierre Froger, les gens savent pas ce que je fais en production audiovisuelle. C'est plus tu vois une approche de média où en fait on est un peu décorrélé de moi je suis un peu décorrélé de ma personne sur Vie de vidéaste. D'un côté, je trouve que ton positionnement il est intéressant dans le sens que sur le long terme tu peux le développer, le faire grossir, déléguer. Du coup, ça prend du temps. Et c'est vrai qu'en fait, c'est toujours un peu la réflexion que j'ai du style, en fait, parce qu'on essaie d'y passer un peu de temps pour créer du contenu un peu récurrent, pour sortir des épisodes de podcast. Sauf que c'est des choses qui prennent du temps. Bon, viens on y je te coupe, mais tu vas continuer. Viens, on y réfléchit ensemble. Vas-y. Viens, parce que moi, j'ai le même problème que toi. Au niveau d'un café avec un vidéaste, c'est la même chose. J'ai envie de sortir plus d'épisodes, j'ai envie de faire j'ai beaucoup d'idées de contenu. Et j'arrive pas à trouver le temps. Tu sais quoi, viens, on fait une petite session tableau blanc en direct. Je te laisse reprendre. Mais juste, dis-toi que c'est une session brainstorming de comment on peut développer
une activité secondaire quand on est vidéaste professionnel, tout en ne délaissant pas son activité de vidéaste et en prenant soin de son activité secondaire. Ouais, c'est intéressant en vrai. Mais pour revenir sur ce que je disais, effectivement, moi je suis dans un cercle vicieux où en fait, t'as envie de créer plus de contenu. Le contenu que t'as envie de créer, ça prend du temps à faire. Sauf que comme ça prend du temps et que t'es pas rémunéré, mais t'es rémunéré sur tes projets pro, tu mets quand même plus la priorité sur tes projets pro qui te rapportent de l'argent. Ce qui fait que en fait, tu trouves pas le temps. Donc c'est en fait un cercle vicieux comme ça. Donc moi, le premier levier que j'ai essayé de mettre en place, c'est essayer d'investir du temps, un peu du mien et aussi un peu d'une personne donc, qui est en alternance dans ma structure depuis septembre. Effectivement, j'ai décidé de prendre un alternant et une de ses missions, c'est une demi-journée par semaine, c'est essayer de créer du contenu pour les réseaux sociaux de vie de vidéaste, pour justement continuer à être un peu récurrent. Ok. Et, une demi-journée par semaine, donc. Ouais. Elle est bloquée d'office, peu importe qu'il neige, qu'il pleuve. Ouais. Cette demi-journée, elle est conservée. Ouais. Et donc, c'est pareil pour toi? Moi, c'est un peu plus... Ouais, j'essaie aussi, mais c'est un peu plus volatile. Ouais, je comprends. Parce que je mets toujours la priorité sur ce qui urge. Et des fois, il y a les montages, les tournages, etc. Mais j'essaie toujours de préparer une sorte de calendrier éditorial pour que ensuite mon alternant puisse produire des contenus pour les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un peu le premier levier que j'ai trouvé pour garder une récurrence, tu vois, dans le contenu. Qui est déjà, je trouve, un bon levier que j'ai pas actuellement, tu vois, par exemple. Tu vois, moi, je travaille beaucoup avec des freelances autour de moi. J'ai déjà testé ce côté interne, mais je suis pas tombé amoureux de ce modèle-là. J'ai une vision de grossir, j'ai une vision de croissance, mais j'ai pas une vision, tu vois, je me vois pas le chef d'entreprise qui vient tous les matins au bureau, qui a une équipe de 10 personnes, bonjour, ça va, vous allez bien, qui fait du management d'émotions, et tu vois, je me vois pas comme ça, j'ai envie d'être plus libre, de pouvoir me dire... Après, je sais qu'il y a des boîtes qui montent il y a des entrepreneurs qui montent des boîtes complètement avec que du télétravail, par exemple. Donc je sais que c'est possible, mais tu vois, ça m'attire plus comme modèle, ce côté libre, ou ce côté où tu sais que aujourd'hui, écoute, je travaille depuis là-bas, tiens, j'ai envie de voyager une semaine, j'ai envie de le faire, mais en même temps, j'ai envie de faire de la croissance, et quand tu veux faire de la croissance, il faut de la récurrence, il faut de la discipline, et enfin bref, c'est un peu les complexités, mais déjà, ce que tu fais, je trouve ça très bien. Ce côté, je prends un alternant, je lui bloque une demi-journée automatiquement, et comme ça, toi, même si tu es sur autre chose, vie de vidéaste, continue d'avancer. Ouais. Même si effectivement... ça avance pas forcément assez vite comme on le voudrait, mais ouais, au moins ça permet déjà d'avoir un socle de récurrence qu'on essaie de retrouver depuis quelques mois. Mais tu veux rester... C'est une question parce que j'ai l'impression que les personnes qui ont lancé, que ce soit un média, un podcast, ou les deux, ou les trois avec une formation en ligne, ou les quatre avec un produit, enfin bref, tous ceux qui ont lancé ça, j'ai parfois l'impression, quand même, tu me diras peut-être toi, de ce que tu as vu, que c'est des personnes qui ne voulaient plus vraiment être vidéastes à un moment donné, déléguaient beaucoup leur travail de vidéaste, et parfois même ont fait complètement un stop pendant 3 mois, 4 mois, pour se mettre à fond dans leur projet, pour que ça génère de l'argent pour leur permettre au moins de vivre et de pouvoir continuer sereinement. Et c'est ça qui est un peu compliqué quand on aime vraiment être vidéaste. On veut le rester, on veut le développer encore plus, et on veut en même temps proposer des choses. Donc je sais pas si toi tu as déjà vu, si autour de toi les personnes qui ont lancé ça se sont stoppées à un moment donné pour pouvoir faire leur projet. Moi j'ai pas d'exemple concret, tu vois, de personnes qui ont eu ce process-là, mais effectivement, ouais, je trouve ça intéressant si jamais tu as envie de faire un switch, de faire une pause. Moi, effectivement, le frein que je rencontre en développement de plusieurs marques, c'est du coup d'être un peu dissipé, tu vois, d'avoir l'esprit un peu soit dans une marque à un moment et du coup délaisser un peu les autres. Effectivement,
comme je disais tout à l'heure, l'inconvénient quand tu développes plusieurs marques, c'est d'avoir la tête un peu partout et pas forcément être focus, tu vois, sur un projet, essayer vraiment de le développer à fond. Et c'est un peu le souci avec VidVidea, c'est que finalement, c'est un projet qui me tient à cœur, mais sur lequel je sens que je suis pas à 100% focus. Et du coup, ça produit pas les résultats, tu vois, que je voudrais, à savoir d'essayer d'être plus récurrent, de sortir plus de contenu pour les vidéastes, avoir aussi une audience peut-être un peu plus grande et développer par la suite potentiellement des offres et des services, tu vois. Donc ouais, effectivement, je trouverais ça pertinent que quelqu'un, effectivement, s'il a envie de développer peut-être un projet qui lui tient à cœur, peut-être fasse une pause pour vraiment se consacrer à ça. Même moi, c'est une question que je pourrais me poser, mais ça fait peur aussi, tu vois. Mais demain, ça me ferait bizarre d'arrêter, tu vois, pendant 6 mois, genre de refuser toutes les prods clients pour me dire je développe par exemple vidéaste. Est-ce que t'aimerais le faire? Justement, si je me dis que ça en vaut la chandelle, ouais, pourquoi pas, mais tu vois, ça fait peur, tu vois. Donc je sais pas. Ouais, je comprends. Parce que toi, par exemple, avec un café pour un vidéaste, donc toi, t'es tout seul dessus. Ouais. Et c'est quelque chose que tu arrives à monétiser quand même avec notamment du coaching, c'est ça? Je l'ai fait à un moment. Ouais. À un moment, je l'ai fait tout ce qui concerne la partie coaching, formation. Mais le truc, c'est que mon travail de vidéaste me prend vraiment beaucoup de temps. Et que tu mets la priorité dessus. Je mets la priorité dessus en plus. J'ai des ambitions aussi d'un point de vue réalisateur. Donc c'est pour ça que mon focus est pas mal dessus. Et puis, je trouve qu'on est dans un moment où on parle beaucoup de digital, de formation en ligne. On est beaucoup environné de ça. Mais je trouve qu'il y a toujours une opportunité incroyable en tant que vidéaste, boîte de production ou agence. Genre, c'est vraiment c'est quand même une activité qui peut te faire voyager dans le monde. C'est une activité, tu peux te lever le matin, tu reçois l'appel d'un client, et le soir, tu signes un deal à je sais pas combien. Tu vois, c'est quand même un univers assez spécial. Ouais. Et puis le fait que j'aime la vidéo, j'aime créer. J'aime créer des choses, j'aime être sur un tournage. Tu vois, là, on est entouré de caméras. J'aime ce côté-là, tu vois. Donc, c'est vrai que pour moi, j'ai envie de continuer de développer ça, mais plus en déléguant. En faisant toujours, mais en déléguant. Un café pour un vidéaste, ouais. Non, là, je parle de ma partie prestation. Ok, d'accord. Par contre, concernant donc Ukov, un café avec un vidéaste, là, c'est des réflexions. Je suis encore en réflexion dessus, dans le sens que j'ai beaucoup misé sur l'aspect business pendant longtemps sur ça. Et j'aime toujours énormément parler de cet aspect-là, parce que pour moi, c'est un des aspects qui moi maintenant, mais je me rappelle qu'il y a un moment donné, c'était le mot interdit dans le monde de la vidéo. Dès que tu parlais à des vidéastes, tu leur parlais dès que quelqu'un parlait business, c'était le mal. Alors que, en fait, on fait du business, les gars, tranquille. Ouais. On fait de la création, on fait du business. Moi, maintenant, je trouve, ça c'est plutôt démocratisé, donc ça c'est cool. Ouais. Mais là, aujourd'hui, je suis encore en réflexion, parce que je me dis qu'il y a moyen finalement de proposer quelque chose de peut-être plus différent, de voir plus loin. Tu vois, je regarde beaucoup ce que font les Américains, et c'est vrai que les Américains, il y en a qui développent des applications. Des applications, par exemple, qui peuvent te permettre de pouvoir faire ta liste de plans, de faire ta liste de quoi que ce soit. Des applications qui peuvent te permettre de chercher des images pour ton mood board, pour ta créativité. Des applications business aussi, tu vois, pour te générer des factures, des systèmes de facturation plus rapides, ce genre de choses. Des communautés. Enfin, il y a plein de choses que les gens développent, que ce soit des produits, enfin, plein de choses. Ouais. Et je me dis, je veux pas juste me limiter à vendre du coaching ou ce genre de choses. Et j'ai envie de vendre des produits. Parce que vendre un produit, ça me permet de libérer du temps pour pouvoir... Enfin, ça prend du temps de vendre des produits, mais ça reste des choses... Ça reste un rythme asynchrone, tu vois. C'est pas comme quand tu fais un coaching d'1 heure. Ouais. Du coup, tu passes 1 heure, tu fais pas 1 heure sur ton montage, tu fais pas 1 heure avec ton client. C'est des revenus passifs. Ouais. Voilà, exactement, tu vois. Donc, c'est ça un peu le but, c'est réussir à développer quelque chose, donc lié toujours à la vidéo, qui dépend pas que de moi, même si je suis vraiment l'image du truc actuellement, et qui peut me permettre de vendre quelque chose
qui dépend pas de mon temps. Et surtout, qui apporte de la valeur. Le but, c'est pas de juste faire quelque chose de manière pour gagner de l'argent et ça apporte aucune valeur. Donc, Ouais, c'est sûr. donc là, je t'ai dit mes réflexions, là, je t'ai sorti mon truc. Mais non, mais c'est marrant parce que je pense qu'on a, on a la même. Enfin, on se retrouve sur cette partie-là. C'est marrant de voir que on a les mêmes problématiques en termes de focus sur un projet principal, secondaire. Et donc, non, c'est cool. Bah, j'ai eu, je sais pas toi, mais parfois j'ai eu pas mal de frustration par rapport à ça. Ouais. Dans le sens que je vois d'autres personnes à certains moments qui lancent des médias ou qui lancent des communautés ou ce genre de choses qui donc, vu qu'elles se focus uniquement sur ça, vont évoluer de manière quotidienne. Et toi, tu vois ton truc, tu te dis, purée, ça évolue pas comme je voudrais. Ça a le potentiel d'être quelque chose de beaucoup plus gros. Mais en ce moment, j'ai mon montage à rendre pour demain. Ouais, exact. tu réponds à un truc. Ouais, non, c'est un sentiment que je connais aussi, tu vois, de se dire. Tu sais, de cette frustration de se dire, putain, ouais, j'ai envie de. Mais ouais, enfin. Non, c'est vrai que c'est une question de temps, de trouver le bon focus. Mais c'est pas évident. Mais je pense, effectivement, c'est des choses qui vont venir au fur et à mesure. Donc, non, mais c'est cool. Trop cool. C'est cool. Ça m'a donné une idée. Dès qu'on aura trouvé la solution, on pourra lancer une formation. Comment créer votre média ou votre podcast ou votre formation à côté de votre activité de vidéaste. Boum. Ça pourrait être bien. Ça fera des concurrents, mais... Oui. Mais j'avoue, c'est... Non, ouais, c'est cool. Ok. Non, mais il y a plein de trucs à faire, en tout cas. Ouais. En vrai, c'est la réflexion que je me fais. Et c'est justement, tu t'en parlais, mais c'est marrant de voir... qu'importe la branche, moi, je sais que, par exemple, rien que dans l'univers du mariage, c'est intéressant de voir l'avance qu'ont les Américains sur la France, sur plein de trucs, sur des formations, sur des workshops, sur des masterminds. Là, je prends vraiment l'exemple du mariage. En France, c'est vrai qu'on a un peu de retard sur ça, et c'est pour ça qu'il y a aussi des opportunités, tu vois. C'est cool, il y a des choses à faire, ouais, c'est sûr. Ouais. Genre, par exemple, qu'est-ce que tu vois où tu te dis, là, il y a encore de la marge pour... moi, effectivement, qui me suis bien spécialisé dans l'univers du mariage. Mais effectivement, c'est une réflexion que j'ai en ce moment, mais qui, du coup, me faciliterait pas la tâche parce qu'il faudrait recréer peut-être du contenu, etc. Mais moi, effectivement, du fait que je commence à avoir une expertise et aussi une légitimité dans l'univers du mariage, de par les projets que je peux avoir, etc. Et que je rentre dans une niche qui se veut un peu haut de gamme. Effectivement, à l'heure actuelle, dans l'univers de la formation pour les vidéastes de mariage en France, il y a peu de personnes, si ce n'est personne. Si, il y en a un. Tu penses à qui ? Je pense au youtubeur Explique-moi encore. Ouais, effectivement. Qui a fait sa formation, que j'ai reçu sur le podcast d'ailleurs, il y a quelques années, qui a fait une formation de mariage. Ouais. Moi, je prends pas en compte tout ce qui est workshop. Je prends vraiment en compte formation en ligne. Parce que je trouve qu'une formation en ligne, ça s'implante et ça devient un peu une référence, alors qu'un workshop, oui, t'en donnes une fois et puis voilà. Mais oui, effectivement, il y a François de la chaîne Explique-moi encore qui a lancé sa formation, mais qui est plus destiné effectivement à ceux qui veulent se lancer. Moi, si jamais demain, j'aimerais me lancer dans la formation en ligne, ce serait certes pour ceux qui veulent se lancer, mais pourquoi pas aussi une formation dédiée à ceux qui veulent aller un peu plus loin. Essayer, pourquoi pas, d'aller chercher justement des mariages un peu haut de gamme, ou alors aller vers le luxe, parce qu'à l'heure actuelle, moi, dans le positionnement que j'essaie d'avoir, c'est justement essayer d'avoir une clientèle qui soit française, internationale, haut de gamme, et justement, pourquoi pas proposer de la formation pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin dans l'univers du mariage, et justement donner des conseils sur comment attirer par exemple une clientèle internationale, comment justement essayer d'aller dans des tarifications qui te permettent d'aller dans des films un peu plus haut de gamme. Formation en ligne toujours ? C'est des réflexions, mais potentiellement, ouais. Trop stylé, et je peux te le dire, il n'y a personne.
Je sais. Ouais. Je Il y a, sais. non, il y a personne dans ce positionnement. Et c'est vrai que tu as cette légitimité. Il y a d'autres vidéastes de mariage qui sont dans ton positionnement en tant que vidéaste de mariage. Euh, mais c'est vrai que tu as cet avantage-là d'être un créateur de contenu aussi. Et ça, c'est pas négligeable. Je veux dire, tu peux être très bon dans ta discipline en tant que vidéaste et très mauvais pédagogue et très mauvais créateur de contenu. C'est des métiers différents. Ça, on a tendance, peut-être certains ont tendance à oublier, mais vraiment être un vidéaste de mariage ou de corporate, être un créateur de contenu, être un formateur, on va garder le terme formateur, c'est trois aspects complètement différents et c'est pas tout le monde qui a les trois. Ouais, c'est vrai. Mm. Non, c'est vrai. Et par rapport à ça, effectivement, ouais, c'est ça. Moi, je me dis, enfin, tu vois, quand je réfléchis peut-être à cette opportunité à l'heure actuelle, enfin, c'est vraiment le stade juste d'idée, tu vois, où je me dis, ah, effectivement, bah, je vois qu'il y a beaucoup de formations en ligne aux États-Unis. En France, je vois qu'il y a moins de choses. Tu vois, c'est des réflexions que je me fais. Mais effectivement, demain, voilà, ce serait pas un frein pour moi de, de, de faire une formation face caméra, parce que voilà, j'en ai eu l'habitude dans mon passé. Effectivement, par rapport à ça, bah, c'est pas le cas de tout le monde. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui, tu vois, qui est pas un frein. Donc, par rapport à ça, ouais, ce serait potentiellement intéressant. Ouais. Donc, ouais, c'est ce genre de projet qui pourrait être cool et où je me dis, effectivement, il y a des opportunités encore dans la vidéo pour, au-delà de la production audiovisuelle, essayer d'apporter aussi bah, des offres, voilà. Ouais. Mais là encore, c'est beaucoup de temps. Ouais, c'est clair. Oh là Donc là. c'est ça, c'est des réflexions, mais c'est vrai que c'est dur à mettre en place. Mais d'ailleurs, si on parlait un peu de cet aspect mariage, Ouais. C'est vrai que je vais dire tout mon process. Pendant un temps, je négligeais beaucoup cet univers-là. J'ai fait quelques mariages. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, Il y en je a trouvais beaucoup ça qui, chiant, long. qui voient la vidéo de mariage comme... ouais, qui se disent, moi je ferais jamais ça. J'ai eu beaucoup de discours là de dire, ah ouais, tu fais de la vidéo de mariage, mais moi j'aimerais pas du tout en faire. Parce que bah, je sais pas comment c'est vu de manière générale, mais bah, déjà c'est considéré comme étant très compliqué la vidéo de mariage. C'est très fatigant. C'est aussi beaucoup de pression parce qu'il faut être là au bon endroit au bon moment, tu peux pas te permettre de te louper. Et non, effectivement, je sais pas si c'est bien valorisé par rapport à d'autres secteurs de vidéos, mais c'est vrai que j'ai souvent eu ce discours-là, ouais. Ouais, mais il y a beaucoup ce truc. De toute façon, en fait, il y a beaucoup après cette... même de manière inconsciente, on veut classifier les choses. Ah tiens, c'est un vidéaste qui fait de la publicité, waouh. Ah, lui, il fait du corpo ou du mariage. Oh. Sauf que, en fait, non, tu vois, c'est pas comme ça. Et ça, c'est à travers des potes à moi qui font du mariage. Et quand j'ai vu les mariages donc haut de gamme et luxe qu'ils arrivaient à faire, je me suis dit, mais ok. Genre, incroyable. Ouais. Incroyable. Et c'est vrai que ce positionnement-là, on se rend pas compte, c'est des clients qui sont pas saoulants. Ils payent le prix, ils sont pas saoulants. Enfin, je te laisse me dire. C'est toi qui vas nous dire à peu près comment est cette clientèle, comment ça se passe un peu, le process. Bah ouais, effectivement. Bah, le mariage, moi, effectivement, je prends du plaisir dedans, tout comme je prends du plaisir aussi à faire du contenu pour les entreprises, pour les marques. C'est vrai que moi, je fais pas trop de hiérarchie. C'est vrai que bah, l'univers du mariage, moi, quand j'ai découvert, effectivement, j'ai découvert, comme je te disais tout à l'heure, tout un univers où c'est une démarche qui est totalement différente. Là où, effectivement, pour une entreprise, une marque, tu vas faire une vidéo peut-être à but commercial pour que elle puisse, je sais pas, obtenir des prospects, qu'elle puisse mettre en avant un service ou un produit. Un mariage, t'es pas dans tu vois, dans ces des attentes commerciales. Un mariage, t'es là pour créer un souvenir pour les gens, tu vois. Donc déjà, la logique, elle est un peu différente. Où là, effectivement, t'es beaucoup plus dans l'humain. Tu crées une relation qui est forte avec les mariés. Et effectivement, tu leur laisses un souvenir, tu vois, qui est censé rester pour des années. Et ça, c'est aussi une vision que moi, j'aimais bien, tu vois, de me dire... ok, on est là pour créer, moi, ce que j'appelle un héritage familial, tu vois. C'est un film de mariage, c'est quelque chose que tu vas regarder avec tes enfants, peut-être tes petits-enfants. Ouais. Et ça, maintenant, c'est fort, tu vois.
Et effectivement, moi, le premier mariage que je fais, bah, ça a été un peu le déclic où je reçois un message des mariés en me disant bah, on a pleuré devant la vidéo. Je fais ouais, ok, c'est une approche différente, tu vois. Ouais, c'est fort. Où là, en fait, ouais, c'est beaucoup plus fort et effectivement, bah, t'es beaucoup plus dans les interactions humaines, tu vois. Et c'est vrai que non, bah, le mariage par rapport à ça, moi, je prends beaucoup de plaisir depuis 2021. Mais effectivement, c'est un secteur particulier parce que c'est un secteur où bah, mine de rien, tu peux pas démarcher. Tu vois, c'est dur de démarcher. Okay. Bah, c'est dur d'aller voir des gens dans la rue, de dire est-ce que vous vous marrez. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup plus les gens qui viennent vers toi en disant bah on se marie, est-ce que voilà, on a besoin d'un vidéaste. C'est plutôt un travail de visibilité. Exactement. Bah, du coup, la particularité pour moi du mariage, c'est qu'effectivement, c'est compliqué de démarcher, tu vois, de faire des appels à froid parce que tu sais pas qui se marie. Donc en fait, tu as un travail autour du réseau, du réseau / bouche à oreille, plus de la communication qui est pour moi hyper important. Et moi, je sais que c'est un axe que j'ai voulu développer hyper rapidement en essayant d'avoir une image de marque qui se veut bah voilà, clean, tu vois, qui soit propre, avec un compte Instagram qui soit joli, qui soit attrayant, avec des codes couleurs, tu vois, qui soient en lien avec l'univers du mariage. Voilà, créer une image de marque qui soit agréable et qui voit que les gens, voilà, que ce soit professionnel. Et à partir de là, c'est aussi, bah, pour moi, hyper intéressant d'essayer de créer un réseau aussi dans l'univers du mariage. Parce que demain, bah, ceux qui te font avoir des contacts, t'en as été la preuve parfaite, tu vois. C'est des gens qui connaissent ton travail, qui vont te dire, bah, lui, c'est un bon vidéaste de mariage, vous pouvez y aller. Et c'est le réseau, tu vois, qui fait que bah, tu as aussi des demandes. Et par rapport à ça, ouais, important d'avoir toujours, tu vois, une approche professionnelle. Parce que le mariage, si tu sais allier le savoir-faire et le savoir-être, qui pour moi sont deux éléments hyper importants, si tu sais bien travailler, mais si aussi tu sais bien te comporter sur un mariage, que tu es poli, que tu es respectueux, que ce soit auprès des invités, auprès des prestataires aussi qui sont avec toi, bah, c'est des gens demain qui vont te recommander. Et moi, effectivement, je suis assez attaché à allier les deux à chaque fois. Et c'est comme ça que, bah, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des wedding planners qui ont voulu m'intégrer dans leur liste de prestataires. Les photographes avec qui j'ai l'habitude de collaborer sur chaque mariage, bah, pareil, ils me recommandent au fur et à mesure. Et c'est comme ça, au final, que tu crées ouais, ton réseau. Mais c'est vrai que c'est vraiment la particularité du mariage, c'est que il y a beaucoup de choses pour ton développement qui sont axées sur le réseau, le bouche à oreille et sur ta communication. Ok. Donc c'est vraiment ce que je dis, c'est que il y a le côté, c'est vraiment le côté satisfaction client et aussi satisfaction lors du jour du mariage aussi. Il faut que tout le monde voit que, ok, ce vidéaste, bah oui, c'est clair. Voilà. Ok. Parce que t'es tout seul ou tu filmes tout seul? À l'heure actuelle, je suis encore tout seul, ouais. Ok, tu fais tout à partir tout seul. de cette année, j'intègre en fonction de certaines formules un assistant caméra. Mais à l'heure actuelle, ouais, j'étais tout seul. Ouais. Ok, tu peux nous en dire un peu plus sur tes formules de base, en termes de temps de vidéo, de... Ouais. Bah écoute, moi, je sais pas si... Enfin, il y a plein de manières d'amener des formules de mariage. Moi, effectivement, j'amène ça sous forme de forfait, tu vois, de package. Donc chaque package que je propose, il y en a 3, inclut ma présence toute la journée. Comme ça, tu vois, c'est plus simple pour les mariés, ils savent que je suis avec eux, généralement des préparatifs. Donc tu sais, les préparatifs, c'est en début de journée jusqu'à l'ouverture de bal, tu vois, début de soirée dansante. Je suis là avec eux toute la journée, j'inclus toujours le temps que je passe au montage, l'amortissement du matériel, les frais de déplacement et la livraison de la vidéo. Donc en fait, j'inclus tout ce qui fait ma prestation. Et en fait, ce qui différencie chaque formule, c'est le temps tu vois, final de la vidéo. Où effectivement, pour la première, je suis sur un petit format de 3 à 5 minutes. Un peu highlights où tu... Ouais, teaser. Ouais, c'est ça. Où tu passes les meilleurs moments de la journée, les meilleurs plans, etc. Ensuite, c'est un format 6-10 minutes. Et moi, je vais jusqu'à, pour la dernière formule, 12-15 minutes avec un teaser de 2 minutes. Trop stylé. Mais je vais jamais au-delà. Ah ouais, parce que moi, je suis entouré de mecs qui font des trucs de 45 minutes. 1 Bah, heure. Oh là là.
Ah ouais, bah ça justement, moi c'est un truc que j'ai pas voulu Mhm. mettre en place parce qu'en fait, justement, moi dans les formats 12-15 minutes, pour la petite anecdote, c'est le format que j'aime moins monter parce qu'en fait c'est le format où tu choisis le plus tu sais, tes plans par défaut. En fait, pour Complètement moi, d'accord. plus tu montes en durée, plus en fait tu rentres dans le reportage du tonton, tu sais, qu'avec la caméra, et t'es obligé de. Et en fait, bah moi, je suis dans cette logique où j'essaie d'avoir une approche qualitative. Et pour moi, quand tu filmes, non, quand tu livres des Mhm. 30-40 minutes, c'est pas la bonne stratégie, je trouve. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Je me rappelle un jour, on... je me rappelle, il y a quelques années, on m'a contacté pour faire un montage d'une vidéo de mariage. Et je me rappelle que les rushs, j'avais pas filmé. C'était un peu... Tu vois, quand quelqu'un te contacte et tu sens que tu dis oui, mais tu vas être dans une galère. Et bah, c'est l'erreur que j'ai fait. Et en fait, c'était pour faire le montage d'une vidéo de mariage. Sauf que il avait vendu, en fait, c'était le vidéaste, il avait vendu au couple une vidéo de... Ouais, faut que la vidéo dure 40 minutes ou 45 minutes, quelque chose comme ça, tu vois. Ok. Sauf que les rushs, Ah ouais. c'était des rushs catastrophiques. Et en gros, pour t'expliquer, je regarde les rushs, et là, je vois que, déjà, les rushs, ça tremble. Il y a zéro slow-mo, pas de slow motion, ça fait que trembler, mise au point, elle est pas bonne. Le son, il n'y a pas de travail sur le son, rien du tout, on entend. C'est horrible. Ouais. Et à un moment donné, l'entrée des mariés, donc l'entrée principale des mariés pour le bal, Mm. la première danse, et ils rentrent. Et là, puisqu'il y avait deux vidéastes, je vois, premier vidéaste, la caméra, elle fait ça. Tu vois, elle tangue de tous les côtés. Je dis, attends, qu'est-ce qui se passe sur le rush? Je vais voir le second vidéaste, qui était en hauteur sur un trépied, et je vois qu'il filme, et en fait, le vidéaste d'en bas, Qui était dans le plan qui déjà. était déjà, il était dans le plan, il y avait le couple, donc le premier bal, la première danse, un des moments les plus importants à Ouais. filmer. Il avait son stabilisateur qui regardait plus, il avait son téléphone portable, Oh, et il faisait un selfie vidéo de ce incroyable. moment-là. Je me suis dit, si j'étais là, moi, sur ce jour-là, je pense que je me serais battu. Ouais. Je pense que, je pense que je serais descendu, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais là, tu vois, rien que ça, c'est marrant que tu parles de ça, mais moi, je me dis, je suis invité, genre, je vois le vidéaste, genre, en train de faire une story à ce moment-là, je me fais, mais non, c'est pas possible, enfin, tu vois. Et Et- là, et- bah, directement, pour moi, c'est. Mm. Enfin, tu sais, limite, j'en parle au marié, je lui dis, il s'est passé ça, tu vois, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et moi, je devais me faire le montage. Ouais. Et on me t'as disait, réussi faut que ça dure 40 minutes. Mais sauf que moi, j'ai dit, mais en fait, les rushs de ta vidéo sont tellement dégueulasses que ça peut durer 2 minutes à tout casser. Ouais. Et t'auras une bonne vidéo. 40 minutes, c'est une vidéo dégueulasse. Bah ouais. Et du coup, la vidéo, elle est dégueulasse. Mais il n'y a pas mon... Moi, je peux Oui, j'ai bah pas oui. mis mon blast dessus. Voilà, mais horrible. Horrible. Ouais. Tu vois, donc... Ah, je pense que ça dessert. Parce qu'il y en a effectivement qui ont cette stratégie de proposer des films longs. Forcément, pour les mariés, c'est chouette parce que bah, tu te poses devant ta télé, t'as un souvenir de 30-40 minutes. C'est chouette, mais forcément, le rendu est pas esthétique. T'as forcément des longueurs, des plans que tu prends par défaut. Et moi, effectivement, j'étais pas dans cette approche-là. Donc, je me suis dit dès mon lancement, en fait, que j'allais pas au-dessus d'un quart d'heure. Et tu fais combien de mariages dans l'année? Alors, bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai fait beaucoup cette année. Ok. Mais là, l'idée, c'est comme en fait, ça reste une active. Enfin, Donc ça reste en un 2023, quoi. Ouais, bah en Ok. fait, la saison 2023, là, j'ai fait 23 mariages. 23. Ok. Ouais. En vrai, ce qui est beaucoup. En Ouais, vidéo, c'est c'est beaucoup. énorme. Non, non, c'est beaucoup. J'ai conscience. J'en avais fait 20 l'année d'avant, sur la saison 2022, et 9 sur la saison 2021. Dès Tu ta vois, c'est première année, t'en as fait 9? Ouais. Waouh. Bah en fait, quand je t'ai dit première année, en fait, j'ai un peu menti parce que le tout premier mariage, je l'ai fait à l'été 2020, pendant le Covid. Mais je considère vraiment mon début d'activité en 2021 parce Ouais, que bien c'est sûr, là où la en fait première année j'ai. de lancement et tout, Ouais. ouais, je comprends. Mais en fait, c'est un peu sur cette vidéo que j'ai fait en 2020 que j'ai surfé et que j'ai eu mes clients pour 2021. Ok. Donc entre guillemets, j'ai pas démarré avec rien du tout en Ouais, bien sûr. 2021. De toute façon, J'avais c'est conseillé, il faut toujours avoir ouais. quelque chose à montrer. Mais du coup, le lancement, on va dire officiel, c'était un peu plus tôt. Mais après, moi, je considère vraiment que c'est en 2021 où j'ai eu ma première vraie saison. Et là, t'avais fait 23. Et effectivement, bah jusqu'alors, tu vois, pour Mhm. moi, j'étais dans une phase où fallait que j'ai des choses à montrer. Mhm. Donc fallait que
fallait que je me fasse connaître même dans l'univers du mariage, parce que pour le coup, j'ai vraiment considéré la vidéo de mariage pas comme une activité secondaire. J'ai vraiment essayé de m'immiscer un peu dans ce domaine de vidéo. Donc je me suis beaucoup intéressé à qui faisait de la vidéo, mais pas que, en fait, qui étaient les prestataires en France. Je me suis intéressé à ce qui se faisait dans d'autres pays, etc. J'ai vraiment essayé de m'immiscer dans un peu les tendances de l'univers du mariage, et pour justement vraiment proposer les meilleurs services. Et effectivement, jusqu'alors, j'étais dans une approche où j'avais envie de me faire connaître. Donc j'acceptais un peu tout ce qui se faisait, et effectivement, j'étais plus dans une approche quantitative. Et là, effectivement, ça fait 3 ans, je commence à avoir plus de réseaux. J'ai eu la possibilité, notamment grâce à ce qu'on appelle des shootings d'inspiration, que moi j'ai intégré dans ma stratégie de communication, qui m'ont permis en fait, les shootings d'inspiration, pour rappel, pour ceux qui découvrent ce terme, c'est en fait des shootings un peu fake, on va dire. En fait, c'est des shootings sur lesquels tu vas te regrouper avec toutes les parties prenantes d'un mariage pour justement créer un shooting avec des mariés, mais qui sont joués par des rôles par des modèles, par exemple. Et en fait, l'idée, c'est avec ces shootings d'inspiration, de créer des belles images pour ton portfolio. Et par la même occasion, te faire du réseau avec les personnes avec qui tu collabores. Et moi, je sais que j'ai essayé d'en faire pas mal, notamment à mon arrivée à Paris, pour justement me faire connaître auprès de prestataires parisiens, et aussi avoir des belles choses à montrer. Et effectivement, c'est ça qui m'a notamment permis de monter en gamme. Et c'est notamment par cette montée en gamme que là, j'essaie de faire le switch entre une approche plus quantitative et switcher sur une approche plus qualitative. Donc là, j'essaie de moins en prendre. Là, tu vois, pour l'année 2024, j'ai 12 mariages. Mais t'as monté les prix du coup? Et notamment, par une montée en prix au fur et à mesure. Tu fais quoi? Plus 5%, plus 15%, plus 20%? En fait, forcément, j'ai démarré un peu bas, donc je saurais pas te dire la hausse en pourcentage, mais tu vois, j'essaie d'augmenter un peu chaque année. Et effectivement, donc là, je suis plus dans cette approche un peu plus qualitative, et forcément, j'en prends moins, mais du coup, la hausse de prix fait que ça compense, tu vois, par rapport à la quantité. Donc c'est d'autant mieux, tu vois. Ok, donc tu fais en termes de mariage, tu fais le même chiffre d'affaires là avec 12 mariages qu'avec 23, ou tu fais même plus? Non, pas encore. J'ai fait le calcul. Pour avoir l'équivalent en chiffre d'affaires, il faut que je signe encore 2 mariages. 2 ou 3. Ah ouais. Soit 14 ou 15, ouais. Ok, ouais, t'es bien. Donc c'est chouette. Tu vois, on est en janvier quand on enregistre, donc je pense. Et après, l'idée, c'est pas d'aller au-delà de 15, parce que pour le coup, l'année dernière, ça m'a un peu cramé. Parce qu'en fait, qui dit 23 mariages, dit... Après, il y avait des mariages en semaine, mais dit... Qui s'enchaînaient aussi. Ouais. Ouais. Il y en a qui s'enchaînaient, il y en a qui sont le week-end, mais du coup, le week-end, t'es parti, tu profites pas forcément de tes proches. C'est vrai que le mariage, c'est aussi une particularité, c'est que c'est pendant la saison estivale. Donc moi, je t'avoue que les étés, je les vois pas trop passer depuis 2 ans. Donc là, je suis aussi dans une optique de justement plus qualitative, où au fur et à mesure, je vais essayer de monter en gamme pour en faire moins, parce que forcément, quand tu montes en gamme, tu montes aussi dans tes prix, et forcément tu montes en qualité aussi. Ouais, tu fais aussi une sélection par le prix. Et l'idée, c'est d'en faire moins, mais de meilleure qualité, pour aussi me dégager un peu plus de temps libre. Ok. C'est ça là. Je trouve qu'en 3 ans, c'est ça que j'aime avec le métier de vidéaste, en fait. C'est que en quelques années, quand tu réfléchis bien, tu peux déjà implémenter un système qui fonctionne bien. Et d'un point de vue, parce que là, je vois que l'heure tourne. Oh là là. D'un point de vue corporate. Ouais. Est-ce que est-ce que tu démarches tes clients? Enfin, comment tu fais? Parce que comment ça se passe pour que parce que tu m'as quand même dit que l'année dernière, donc, 50% de ton autre chiffre d'affaires, c'était les vidéos corporate. Ouais. Comment t'as un process sur ça? Écoute, je suis un peu mauvais élève là-dessus, mais je t'avoue que je prospecte pas trop. Et ça, c'est... Mais d'un autre côté, en fait, je prospecte pas parce que j'estime avoir assez de demandes entrantes, tu vois, pour avoir un flux continu toute l'année. Stylé. Et ça, c'est dû au réseau, tu vois, un peu bouche à oreille,
au fait que effectivement j'arrive aussi à fidéliser les clients avec qui je travaille. Effectivement, les clients qui me contactent une première fois, j'arrive après à retravailler avec eux, ce qui fait que j'ai une base de clients fidèles sur la partie un peu corpo. Donc effectivement, pas forcément de prospection avec mon entité Pierre Froger sur lesquelles les clients me contactent. Là justement avec mon nouvelle entité, donc sous forme d'agence vidéo qui s'appelle Actuel. Là l'idée c'est justement dans cette optique justement aussi d'avoir des projets corpo qui soient plus en phase avec ce que je veux faire. Parce que là effectivement dans le corpo que je fais actuellement, il y a des projets des fois où j'accepte parce que c'est cool, tu vois, ça met, ça fait rentrer du chiffre d'affaires, mais je prends pas forcément de plaisir. Là justement avec Actuel, c'est de faire des projets qui me plaisent un peu plus, dans l'univers un peu lifestyle, un peu mode, autour de thématiques qui me plaisent un peu plus. Et là justement, l'idée, comme c'est encore les débuts, c'est de mettre en place des offres et d'aller justement d'aller démarcher. Ouais. Okay. Chose que effectivement je fais pas trop. Mais donc ça veut dire que tu as créé tous tes business avec finalement de la création de contenu et du réseautage. Avec du recul, ouais, mine de rien, ouais, parce que c'est vrai que la partie prospection, comme je dis, des fois je me dis mais il faut vraiment que je m'y mette parce que ça se trouve ça permettrait peut-être d'avoir encore d'autres opportunités, mais c'est vrai que non, pour le mariage c'est un peu plus logique, mais c'est vrai que pour la partie corpo, je connais des vidéastes de mariage qui prospectent. Et comment ils font ? Je sais pas. Je sais pas. Mais je sais qu'il y en a qui avaient vraiment du code. Non, je sais pas. Parce que c'est dur, hein. Ouais. Moi, pour le coup... je suis pas sûr de ce que je dis. Pour le coup, je commence aussi à travailler avec des clients qui viennent de l'étranger, qui viennent à Paris pour se marier. Et ça, typiquement, je vois pas comment c'est possible, tu vois, de les démarcher. Ok. Mais après, ce que j'aime bien aussi, je trouve, dans le mariage, dans le monde du mariage, c'est que quand des personnes veulent se marier, ils font un travail de recherche qui est incroyable. Ils demandent autour d'eux, on leur envoie plein de prestataires. Et c'est vrai que, on va dire que la démarche, elle est différente. Mais les entreprises, il y a ce côté où tu peux prendre ton téléphone, appeler la secrétaire, essayer de choper le numéro ou le contact de la personne en charge de la communication, du marketing, et être en lien, tu vois. Mais là, tu me dis que tu as des demandes. Tes demandes entrantes, elles se font sur quoi ? Sur Instagram, sur sur mon site, ouais. Ok. Ouais. Ton site, il est référencé quelque part, je veux dire, sur ton Insta ou sur ton... sur mon compte Instagram. Et effectivement, on me l'a dit récemment, et ça, j'en suis assez content, alors que j'ai pas forcément fait un gros travail, mais effectivement, aujourd'hui, quand on tape, par exemple, sur Google Vidéaste Paris, je suis pas dans les premiers liens, mais je reste dans la première page. Et effectivement, par rapport à ça, ça m'a permis de... T'as un bon SEO, ok. Ouais, c'est ça. Un SEO un peu local. J'essaie de mettre en place des petits trucs du style... je demande effectivement à chaque fois des avis sur Google. Ça me permet aussi d'améliorer un peu le référencement. Donc c'est un peu plus là-dessus, site internet et un peu réseaux sociaux. Ok, tu voulais pas nous le dire en fait. De quoi ? T'as des hacks, t'as des stratégies, t'as des trucs mis en place quand même. Tu vois ? Ouais, mais en vrai léger, hein, je suis pas expert. Mais effectivement, sur mon site internet, il y a, on va dire, une sous-page où effectivement, donc c'est Froger Pierre et il y a écrit Vidéaste Paris. Et en fait, c'est sur cette page-là que les gens voient que je suis référencé à Paris. Stylé. Tu l'as dit dans un podcast, ça, déjà ? Non. Je suis content. Je suis content. Non. Mais ouais, c'est... oui, c'est ça, c'est du SEO et ça me permet d'avoir des demandes entrantes là où je veux développer mon activité, qui est à Paris maintenant. Ouais. Et toi, d'ailleurs, comment tu fonctionnes ? Est-ce que justement, toi, t'es plus dans la prospection ou est-ce que t'as aussi des demandes entrantes ? Comment tu gères, j'ai pas mal de demandes entrantes, en vrai. Par rapport, justement, comment ça... moi, mes demandes entrantes, parce que mon site, il vient à peine d'être créé. Il y a à peine 1 ou 2 mois, tu vois. J'avais pas de site pendant longtemps. J'ai eu un site quand j'ai commencé. Mais sinon, moi, c'est demandes entrantes. Pas mal de demandes entrantes. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut être visible. Il faut que tout le monde autour de toi sache que tu es vidéaste. Il faut que tu aies des réseaux sociaux, un minimum actifs, tu vois, même si je suis pas le meilleur élève dessus. Mais il faut quand même être un minimum présent. La satisfaction client, c'est hyper important.
parce que tu fais un travail avec un client, il est satisfait, il va te recommander un autre client, un autre client, tu vois, donc ça marche beaucoup comme ça. Mais c'est vrai que j'ai aussi implémenté la prospection, et surtout 2024, j'ai envie de me chauffer vraiment dessus, sur la prospection téléphonique, la prospection via mail, la prospection multicanal en fait. Okay. Le fait de prospecter des clients via mail, LinkedIn, appel. Et en fait, c'est un peu comme si tu les encercles. Okay. Ils te voient un mail, ils voient ta tête par mail, ils voient ta tête sur LinkedIn, un appel de toi, la secrétaire leur dit voilà, il y a un tel qui a appelé, etc. Et au moment où je les ai au téléphone, je leur pitch un peu ce qu'on fait, comment on peut les aider. Puisque j'ai lancé une offre d'abonnement en fait pour les clients, le fait qu'ils peuvent s'abonner et recevoir un nombre de vidéos par mois. Enfin, un accompagnement mensuel. Exactement, un accompagnement mensuel. Et là, ça passe beaucoup par de la prospection, de l'appel téléphonique. Ouais. Donc j'aime bien parce que ça me sort de ma zone de confort. Le premier appel que j'ai fait était stressant, mais de ouf. Ouais, tu m'étonnes. J'ai l'enregistrement encore. C'était vraiment un appel où j'ai bégayé. Genre, j'ai la personne au téléphone et je lui dis, il devait être 19h30, 20h. Non, 20h30, 21h. Et on n'appelle pas des gens à 20h30, 21h. Surtout sur leur téléphone portable. Donc dès que je l'ai au téléphone, je dis bonjour. Elle fait bonjour. Oui, c'est Dorian et là je pars en et là elle dit non mais déjà on va arrêter de bégayer. Vous allez me dire, elle me dit ça. On va arrêter de bégayer. Vous allez me dire ce que vous voulez et pourquoi vous appelez à cette heure-ci. Et moi je suis non mais oh là 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 là. C'était mon premier appel. En fait, mon premier appel, ça m'a rappelé la première fois que j'ai parlé à une fille. Je crois que je devais avoir 14 ans, que je connaissais pas, je suis parti la voir. Salut Lulu, comment tu... Pareil, tu vois, c'était incroyable. Mais j'ai eu des résultats, des rendez-vous. Avec ce premier appel ou... Non. Ouais, celui-là, c'était un fake. Ouais. Ça, on oublie. Mais en fait, j'en ai refait. Oui, bah oui, j'en ai refait. Tu pratiques, et puis après, au bout d'un moment, puis j'aime bien le téléphone de base. Donc du coup, oui, bonjour. J'explique, je fais mon pitch, j'explique ce que je fais, etc. La plupart du temps, tu vas te prendre un nom, c'est normal. Mais quand ça marche, et ce que j'aime bien, c'est que tu vas au contact de tes clients et tu apprends mieux à les connaître. Ouais. Tu vois, je suis plus en mode, ok, ils ont besoin de ça. Ils veulent ça. Parce que je suis beaucoup plus proactif. C'est pas juste, eux, ils étaient dans un bureau, ils se sont dit, tiens, on a envie de faire ça. Mais c'est vraiment, ouais, pourquoi pas, on se fait un rendez-vous. Et durant le rendez-vous, je leur pose des questions. Et ils se disent, ok, on a ça comme problématique. Et donc, tu peux créer des offres des meilleures offres en étant comme ça. Ouais. Donc, c'est vrai que dans le milieu, surtout là avec ton agence, ça peut être super intéressant, je pense, pour toi de commencer à plus être proactif dans ce truc-là. C'est vrai que c'est une chose que je dois développer, ouais, c'est sûr. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement... je pense que ça peut faire peur, la prospection par téléphone. Mais comme tu dis, je pense que l'avantage que ça a, c'est qu'une fois que tu passes le cap de dire vas-y, il faut que j'appelle au téléphone et effectivement que tu arrives à roder un peu ton discours, tu crées une relation qui est quand même plus intéressante que juste un mail. Forcément, y a une voix, les gens ils visualisent beaucoup plus et puis tu crées une relation directe avec la personne. Donc, si jamais tu arrives à attirer un peu son attention, c'est beaucoup plus pertinent, c'est sûr. Et j'ai eu une surprise, j'ai prospecté une personne, j'ai réussi à l'avoir au téléphone, j'ai réussi à avoir un rendez-vous, et le rendez-vous en visio, je mets ma caméra, tu vois, j'étais à WeWork, j'étais au 7e étage, et là elle me dit, mais vous êtes dans quel WeWork ? Je dis WeWork Lafayette, mais je travaille là. Ah, incroyable. Tu vois, des trucs que tu te dis, mais attends, j'ai potentiellement un client qui est juste à côté de moi, mais je le sais pas. Ouais, c'est drôle. Donc, non, là, c'est super bien, mais c'est vrai que quand tu deviens vidéaste de base, tu penses pas être au téléphone et à faire ça, et je comprends totalement, tu vois. C'est vrai que c'est des choses à assimiler, mais effectivement, de base, je pense qu'on a tous un profil qui est un peu plus créatif. Complètement. Et c'est des choses qui sont pas peut-être dans ce qu'on appelle notre zone de génie, mais après, malgré tout, faut peut-être pas oublier... peut-être garder de vue le fait que au-delà d'être vidéaste, quand on est vidéaste, pas quand on est peut-être je sais pas, chef opérateur ou réalisateur, quand on est vidéaste malgré tout, il y a aussi cette approche business qu'il faut pas négliger, c'est sûr.
Ouais, ouais. J'ai tellement d'autres questions à te poser, on Bah arrive... ouais, c'est hyper Oh intéressant, là ouais. là là là, purée. Ce sera Euh, peut-être l'occasion de faire une partie 2. de ouf. Euh, j'aimerais bien, j'aimerais bien aborder, ce que je n'entends pas trop souvent, et je pense que ça peut être intéressant, mais l'aspect gestion financière Ouais. en tant que vidéaste, tu vois. Si tu veux partager des chiffres, t'es libre ou pas. C'est même pas ça qui m'intéresse de manière frontale, mais c'est plus ce côté où euh, est-ce que tu as un système, par exemple, avec les mariages, j'imagine, euh, soit tu as un système d'acompte, soit carrément t'as un paiement de toute la prestation dès le début, ou je sais pas comment tu fonctionnes, mais comment tu fais, parce que c'est parfois ça qui fait peur aux gens, c'est ce côté, j'ai envie de développer des revenus fixes, je suis pas en CDI, comment ça peut se faire, enfin, je sais pas si t'as un retour sur ça. Ouais, ouais. Bah, effectivement, bah, ce que tu disais aussi tout à l'heure sur toi, les systèmes d'abonnement que tu proposes, moi je sais qu'aussi avec l'agence, c'est quelque chose que, que je trouve pertinent aussi de développer peut-être un peu plus au lieu des projets one shot. Parce qu'effectivement, le fait de dire, voilà, on vous accompagne sur du long terme, peut-être sur des contrats 3, 6 ou 12 mois, euh, bah toi, ça te permet d'avoir plus de visibilité sur ton chiffre d'affaires. Ce qui est aussi intéressant avec le mariage, c'est que c'est des contrats aussi que tu signes généralement 1 an et demi, non, 1 an et demi c'est beaucoup, mais au moins 1 an ou quelques mois à l'avance. Et par rapport à ça, c'est toujours aussi intéressant parce que moi, je sais d'ores et déjà la base de chiffre d'affaires que je vais faire là au mois de juin, juillet, août, septembre. Hmm. Et je me dis d'ores et déjà, j'ai ce chiffre d'affaires qui est. Mais ils te payent ça, c'est divisé en acompte. Enfin, comment ça se passe Ouais, le c'est ça. paiement? Bah après, moi, à titre Hmm. personnel, je demande juste un acompte de 30% à la Ok. signature et le Ouais. reste en fin de prestation. Ouais, ok, cool. Mais je sais, bah, dans tous les cas, je Ouais, sais que je serai payé t'as et les je sais qu'il y a ce 70%. chiffre d'affaires-là qui est certes pas encore sur le compte bancaire, Mais ouais, c'est un mais prévisionnel. Ouais. voilà, c'est un prévisionnel, ouais. Et par rapport à ça, en vrai, c'est aussi rassurant, tu vois, d'avoir un peu cette vision long terme parce que tu sais que bah, ça te permet d'ores et déjà savoir que tu peux peut-être investir dans du matériel, Hmm. peut-être recruter une personne. C'est aussi Ouais. ce que j'ai fait cette année. Et, euh, et du coup, non, voilà, c'est. Non, ouais, enfin, moi, effectivement, je suis aussi dans cette optique de me dire, à l'heure actuelle, sur le corpo, je suis plus sur du one-shot, enfin, sur des projets one-shot. Ça peut être intéressant. Parfois, t'as un one shot, ça peut Ouais, être c'est sûr. un Mais 4 000 € comme ça effectivement, qui tombe. dans cette optique où peut-être à long terme, j'aimerais bien aussi bah, créer aussi une équipe autour de moi, Hmm. des projets où tu sais que tu as une récurrence, bah, ça te permet plus facilement d'aller recruter un nouveau profil parce que tu Ouais. sais que tu as des rentrées d'argent tous les mois. Donc ça, c'est aussi un axe de développement que Ok. j'aimerais bien faire, notamment avec l'agence actuelle. Ouais. Ok. Super. Et toi, c'est des choses que tu mets déjà en place, les Euh, systèmes d'abonnement? ouais. Ouais, Ouais, que ouais. tu as déjà en place. Ouais, Ok. ouais, j'ai déjà en place. Ah, Pas trop comme bien. je voudrais. Mon but, c'est d'avoir. Euh, mon but, j'y suis pas encore dans le côté abonnement. Mais mon but, ce serait d'avoir 4 clients minimum qui prennent cette offre abonnement. Hmm. En termes de coût, ce sera entre du 2 500 € à du 4 000 €, je dirais, Ouais. environ. J'ai pas encore choisi, mais environ. Euh, pour avoir de la vidéo de manière récurrente, des projets vidéo de manière récurrente, une seule journée de tournage par contre par mois, et après un flux de Ouais, montage. plus pour les réseaux sociaux, du style des petites capsules. Ouais, Ouais. exactement, tu vois. Ça, ce serait pas mal, déjà dans un premier temps, et toujours du one shot. Mais pour développer ça, il faut que je cerne bien le besoin. Donc là, j'ai une cliente à qui je propose juste, c'est un peu moins que les 2400, mais à qui je propose ça, cet Trop bien. abonnement-là. Et donc, ce que je fais parfois, souvent, c'est quand j'arrive à avoir un client avec qui ça se passe bien, bah, je prends cette typologie de client et j'essaye de dérouler un CRM, une liste de prospects qui ressemblent à ce client-là. Et vu que je connais les besoins de ce client, Ouais. bah, je peux plus facilement les contacter et je peux plus facilement comprendre quelles sont leurs problématiques vu que j'ai déjà ce client-là. Et surtout, ça me fait une étude de cas que je peux ensuite montrer et dire, voilà, bah, regardez Ouais. ce que je fais, etc. Donc c'est un peu ce que j'ai envie, c'est un peu le taf. Et c'est pour ça que cette année, le défi, c'est d'être quand même beaucoup dans la casquette de superviseur, chef de projet et commercial, et moins dans la casquette de monteur vidéo.
Vidéaste, tournage toujours, parce que finalement, je tourne pas tout le temps, mais moins monteur vidéo. Parce que une journée de tournage, c'est cool, mais parfois, ça a 4 jours de montage derrière, tu vois. Donc, je pense qu'il prend le plus de temps, c'est plus le montage vidéo que le tournage en tant que tel, en fait. Je rigole parce qu'en vrai, c'est marrant de voir qu'on se retrouve sur Ah ouais? pas mal de points. Bah ouais, en vrai, je pense que je commence à dévier un peu plus sur cet aspect-là aussi. Plus essayer d'aller... Ouais, c'est ça, de peut-être apprendre à déléguer un peu plus, mais essayer justement d'aller développer... Ouais, c'est ça, des trucs qui soient un peu plus gros. Ouais. Complètement. Ça, je regarde beaucoup en ce moment, je me la bute à Iman Gadzhi. Je sais pas Ok. si tu vois c'est qui. Alors, le nom me dit un peu quelque chose, mais ouais, dis-moi. Iman Gadzhi, tu sais quoi, je vais te mettre sur... On peut gratter 10 minutes? Merci. Je vais te montrer un peu. C'est un gars qui a commencé avec une agence de marketing en ligne, de marketing digital plutôt. Je sais pas si tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Bah, je crois que j'y suis tombé sur un truc, mais genre très récemment, je Ouais. connaissais pas avant ce gars. Et je suis pas trop ce qu'il fait, mais je vois, ouais. Bah, en gros, pour t'expliquer, le mec, il a commencé à créer du contenu et à monter sa boîte à l'âge de 17 ans. Il a arrêté le lycée à 17 ans. Ouais. Et il gagnait 100 000... il faisait 100 000 dollars de profit, de bénéf, avec sa boîte à 17 ans. Et il a commencé, il était un vidéaste à la base. Ah ok, ouais. Et après, il s'est plus transformé en tant qu'agence. Ouais. Et après, il a fait de la formation en ligne, et voilà, etc. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Et en fait, son parcours, il m'inspire déjà parce qu'on voit toute la trajectoire, et je trouve ça inspirant. Mais aussi parce que, à la base, c'est un créatif qui a réussi à mettre en place des choses, des systèmes. Et c'est vrai que ça m'inspire beaucoup, ce côté où, ok, genre, faut vraiment que j'apprenne à déléguer pour pouvoir me concentrer dans là où on a besoin de moi, pour développer plus l'entité. Parce que je me rends compte que si je passe tout mon temps en montage, qui va faire des calls, qui va faire des rendez-vous, qui va faire des trucs. Ouais. Finalement, en fait, c'est une boucle. Et finalement, c'est un peu comme des vidéastes. Tu vois, je vois beaucoup de vidéastes qui ont 10 ans d'expérience, 15 ans. Et en fait, c'est un peu comme un commerce de pizza. C'est des mecs, toute l'année, ils font les mêmes choses d'année en année. Le chiffre d'affaires d'année en année, c'est un métier comme un autre. C'est très bien pour eux. Attention, je suis pas en train de critiquer. Mais c'est pas mon ambition, tu vois. Ah, je vois. Ah, trop bien. Trop cool. Ouais. Non, en vrai, je me rends pas compte enfin, c'est vrai qu'on pourrait discuter encore Ouais. longtemps. Non, mais c'est bon, on a fini. C'est quoi ta pire anecdote de tournage? Ah. Ah, tu me poses une colle là, parce qu'attends, y a rien qui me vient direct. En vrai, j'ai jamais eu un gros couac, tu vois, en tournage. Que ce soit sur la partie corpo, non, j'ai jamais eu un gros couac. Ni en mariage. Après, j'ai juste une mauvaise expérience, tu vois, en mariage cet été. Mais ça peut arriver, mais effectivement, j'ai eu cette mauvaise expérience où pour la première fois depuis 2021, j'ai un couple qui m'a envoyé un mail après que je leur ai livré la vidéo de mariage et qui m'ont dit on n'a pas trop kiffé, quoi. Donc ça, c'est un peu le petit uppercut que tu te prends là en mode ah merde, putain, parce que du coup, le mariage, comme je disais tout à l'heure, t'as une dimension humaine hyper importante. Ouais. Et en fait, tu crées un souvenir pour les gens. Et là, je me suis vu en train de les voir regarder leurs films et de se dire ah ouais, merde, non, c'est pas cool. Tu sais, ils ont dû être hyper déçus. C'était un truc lié au montage ou... Ouais, c'était plus l'approche que j'ai eue au montage. Et du coup, on a essayé de rectifier ça au fur et à mesure. Mais je sais pas si c'est une pire anecdote, mais en tout cas, c'est tu vois, un truc qui m'a fait un peu tiquer négativement. Mais ça arrive, et je trouve que on n'est pas beaucoup de vidéastes à parler de ça librement. Ce côté où parfois ça arrive, t'envoies la vidéo à ton client et il n'a pas la vidéo. Ouais, c'est sûr. Mais quand je vois les vidéos, surtout les boîtes de production, toujours ce truc de tout le monde est satisfait, tout le monde kiffe, etc. C'est faux, les gars, arrêtez, c'est faux. C'est très bien que non. Pour devenir bon, il y a des moments où il y a des clients qui sont... Et c'est là que moi je trouve qu'on voit l'expérience d'un vidéaste, c'est ok, on se pose, expliquez-moi, comment je peux rattraper ça, pour moi c'est ça l'expérience d'un vidéaste. En l'occurrence, sur ce truc-là, il faut savoir que je leur ai envoyé ce message-là en disant moi je suis hyper enclin à ce qu'on discute pour que j'améliore la vidéo.
Et en fait, c'est resté sans réponse. Donc en fait, Ah ouais? en fait à l'heure actuelle, on n'a pas retravaillé la vidéo. Oh purée. Mais en fait, je sais pas ils se sont fait convaincre par leur famille parce que d'un point de vue externe, la vidéo, elle est bien, tu vois. Les plans sont jolis. C'est juste qu'en l'occurrence, la mariée travaillait dans l'audiovisuel. Donc elle avait une vision peut-être assez précise. C'était une vidéaste? Non, elle avait un rôle dans une boîte, une Ok. agence de communication, Ouais. ou je sais plus. Et en fait, elle est habituée à travailler dans le monde de la vidéo. Et donc, je pense qu'elle avait des idées précises du style. Une des remarques qu'elle m'avait fait, c'est que de manière globale sur la vidéo, il y a beaucoup de plans serrés. Il y a pas assez de plans larges. Ok. Donc, tu vois, c'est une analyse qui est quand même assez poussée, tu vois, pour Ouais, démarrer. J'ai pas ouais. l'habitude de ça. Donc, le profil fait que, effectivement, c'était un profil quand même particulier où elle était quand même calée. Et du coup, elle avait je pense que c'était très subjectif. Donc, je sais pas s'ils se sont fait convaincre par la famille et tout. Ouais. Mais du coup, c'était ma petite Ouais. anecdote. Mais en vrai, globalement, en tout cas, moi, je fais toujours en sorte que j'ai pas justement de mauvaises anecdotes de tournage. J'essaie d'optimiser au maximum la pré-production pour que tout se passe bien le jour J et que ça parte pas en Stylé. mauvaise anecdote de tournage, tu vois. Stylé. Je dois être le seul à. Il t'est arrivé quoi? Oh, trop de trucs. Ah ouais? Tu peux en raconter une? Je sais pas si on a le temps. J'ai négocié 10 minutes, mais il est gentil, hein. Là, j'ose plus le regarder. Non, mais en vrai, on peut. Franchement, j'en ai à toutes les sauces. Surtout dans le clip, en fait. Quand tu fais du clip, t'as forcément des anecdotes de tournage de tous les sens. Dans tous les sens. Je me trompe ou... Toujours. Je sais pas si je peux raconter celle sur Rich the Kid, là. Parce que je vais me faire virer un peu du lieu, non? Non, je vais... Ouais. Parce que j'en ai une récente. Ça peut être cool. C'est vrai que j'aurais dû te poser la question avant, pour préparer. Parce que là, même moi, je me dis, ah purée, j'avoue, est-ce que là, j'en ai une En vrai, pire. Moi J'en ai une que j'ai déjà racontée, donc je vais pas la raconter. Si, je peux la raconter. J'ai déjà raconté, mais... Sur le podcast? Ouais, sur le podcast, j'ai déjà raconté, donc... Ça fera une petite piqûre de rappel. Mais c'était pas filmé. C'est-à-dire? Ah oui, d'accord. C'était podcast audio. C'était pas filmé. Parce que, en fait... J'en ai une. J'en ai une à raconter. C'était donc pour les clips, pour un clip de rap. Et à l'époque, le problème des clips de rap, c'est que... c'est qu'en fait, quand tu fais un clip, on avait fait un clip qui avait fait pas mal de bruit pour un artiste. Et quand tu fais un clip qui fait pas mal de bruit, pendant un mois et demi, t'as beaucoup de demandes. Ok. Et c'était beaucoup sur Facebook à l'époque. Et les demandes, c'est vraiment, wesh, CMB, pour combien le clip? Ouais. Et toi, tu réponds. Et bien sûr, tu réponds 400, 500 ou 600, ça va pas plus loin que ça. Et après, soit les mecs, ils disent, ah ok, soit les mecs, ils disent, ok, chaud, envoie ton numéro. Et là, tu discutes avec la personne. Et c'est très rapide, très efficace. Nous, on n'aimait pas trop, donc mon pote et moi, avec qui on faisait des clips, on n'aimait pas trop ce système-là, parce que on voulait quand même écouter le morceau, voir c'était qui l'artiste, aller voir, etc. Et on n'allait pas se déplacer pour tout et n'importe quoi. Et à l'époque, même si on faisait du rap, on kiffait pas plus que ça, on kiffait de moins en moins cet univers-là. Et aujourd'hui, je peux plus du tout travailler dans cet univers-là. Okay. Vraiment plus du tout. C'est plus en accord avec ma vision des choses, mes valeurs, etc. Mais à ce moment-là, on reçoit un message donc d'un groupe de rappeurs situé dans le Astin, et on décide d'y aller pour faire le clip. Et on arrive dans la cité, et là on se retrouve avec 300, ou non, j'abuse, une centaine de petits, mais de petits de 15, 16, 17 ans, et qui commencent à entourer toute la cité. Et tous s'écrient, y'a clip, y'a clip, y'a clip. Et ils viennent tous. Et toi, t'es là et t'as connu le Ronin M?
J'ai jamais eu, mais je vois. Ouais, Je vois. le stabilisateur. Donc t'es là avec ton Ronin, Qui passe pas inaperçu. qui passe pas inaperçu, et t'es là, et tu vois le truc se remplit, etc. Et là, on commence à filmer, à faire les couplets. Et là, à un moment donné, il y a un des gars qui sort une arme. Une arme qui devait être une arme blanche, tu vois, mais il sort l'arme et il tire. Tout. Et là, un autre qui dit attends. Un des figurants, ouais. Ouais, un des gars du. Non, un des artistes du clip. Ah, d'accord, ok. Il tire. Boum, boum. Et là, on est en train de filmer. Et là, un des gars dit vas-y, retire. Il tire encore. Et j'ai le plan à l'image en slow-mo. Donc, j'ai tout. Et là, 2 minutes plus tard, pam, pom, pam, pom. Et ça peut paraître logique, ouais. Logique. Et ils entourent, en fait, des grands fourgons de police qui entourent toute la cité. Mais ils rentrent pas. Et ils entourent. Et là, les petits commencent à se chauffer. Ouais, ils vont rien faire. De toute façon, tu vas voir ce qu'on va faire, tout ça. Ah, moi, dans ma tête, je me dis, attends, comment c'est? Calmez-vous. Et moi, j'étais habitué à l'époque de faire des clips. Donc pour moi, c'était, je dis, ah, les gars, calmez-vous, laissez-moi passer. Et je passe. Et eux tous, il y a comme un barrage de police. Et il y a juste un policier qui est là. Les petits qui sont devant, qui commencent à se chauffer. Et moi qui arrive et qui dit, non, mais en fait, c'est un tournage de clip, vous inquiétez pas, tout ça. Et alors? Hein, nous, on peut... Les deux commencent à se chauffer. Là, je me dis, mais moi, je suis juste venu pour prendre mon argent, pour faire une vidéo. Et toi, c'est des moments... Ouais, c'est des moments comme ça. Et j'en ai eu plein des moments comme ça dans le monde du clip, où je me suis dit, tu as des moments de solitude, où tu regardes autour de toi. Tu vois, il y a un film qui est sorti récemment qui s'appelle Athéna. T'es dans Athéna, t'es là. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis trop à l'aise quand je suis sur un clip, sur un projet qui est cadré. Après, je crache un peu dans la soupe. Tous les clips sont pas comme ça. Ça, les clips sont super bien cadrés. Ça s'est super bien passé avec un producteur, un manager, avec tout le monde qui est là. Voilà, je crache un peu dans la soupe. Mais les street clips, je vais plutôt dire ça, c'est vraiment des moments où tu as parfois des moments de solitude complet où tu te dis, qu'est-ce que je fais là en fait? Et c'est vrai que malheureusement, je pense par rapport à ça, le budget joue beaucoup. Tu vois, plus tu as des budgets, enfin en tout cas plus ton budget plus ton client a un budget qui est faible, plus effectivement tu peux te retrouver dans des projets qui sont un peu bancals, là où effectivement plus tu vas avoir des gros budgets, même pour le clip, plus ça va être cadré, ça va être pro, donc mais forcément je comprends que c'était aussi les débuts et il fallait, tu vois, développer le truc, mais du coup c'est un cran au-dessus que le mail que j'ai reçu, tu vois, genre. Non, mais pour toutes les anecdotes, même je vais parler de mon court-métrage dernièrement, où là aussi on tournait une scène la nuit à 1h, et c'est une scène où un des acteurs se faisait agresser par 2 gars, et les 2 gars l'agressaient en disant « Sale arabe », la nuit. Donc, sale arabe, coupé, génial, on l'a refait, sale arabe, génial, fais-le plus fort, s'il te plaît. Et là, il y a un gars qui arrive, un arabe, et il vient, il nous regarde, il dit « Oh, désolé ». Je dis « Pourquoi désolé ?» Moi, je croyais qu'il y avait une agression, donc j'ai appelé la police. Ah, putain. Sauf que là, ils sont arrivés, pour le coup, ils sont arrivés cool, hein. Ils sont arrivés 20 minutes plus tard, cool. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et après, ils nous ont dit, mais invitez-nous à la projection. Faites-nous diffuser le film dans le commissariat. C'était plutôt cool. Ouais. Mais c'est marrant, c'est sûr. Ce genre de truc. Sur le coup, t'es là. T'es pas bien, quoi. Mais... Ouais. Ok. Merci Pierre, en tout cas. Merci à toi, en vrai, c'était hyper intéressant. Je sais pas combien de temps va durer le podcast, mais c'était bien cool, en tout cas, d'échanger. Merci à toi de l'invitation. Merci à toi. Et on aurait pu continuer pendant 1 heure, mais il faut qu'on rende les studios. Je vous invite tous à le suivre. De toute façon, à la vidéo, il y a tout qui apparaît. Et sinon, c'est en description. Suivre ce qu'il fait. Il a un podcast aussi qui s'appelle Vie de vidéaste. Il a pas mal de choses qui vont arriver. Donc ça, c'est super cool. Et merci d'avoir suivi. Ciao. Ciao.